Alors, monsieur, bonsoir. Merci d'être à nouveau nombreux à regarder Carte sur table ce soir sur STV. Vous le savez, c'est le débat politique en général dans cette émission. Et ce soir, on va recevoir des hommes politiques pour discuter des questions au menu de ce soir. Deux grands thèmes. Au Cameroun, on le sait, comme dans la plupart des pays du monde, la gestion des terres pose des problèmes multiples et multiformes en raison des enjeux et des défis qui s'y attachent et de l'attachement de l'homme à la terre. La terre, donc, à l'évidence, constitue la matière première pour tout projet de développement et la gestion foncière, forcément, impacte bien d'autres secteurs. L'un des sujets au menu de ce soir, donc, va nous faire parler des questions de terre, notamment de l'urbanisation et des affaires foncières. Vous le savez, en termes d'urbanisation, notre ville, notamment la ville de Douala, vit d'énormes difficultés et dont on a pu voir tout récemment des conséquences dramatiques, si l'on s'en tient tout au moins aux dernières inondations. Mais à côté de cela, il y a également cette question du titre foncier, cette question des affaires foncières dont on va essayer de déblayer le sujet ce soir. L'autre question va nous faire parler de politique purement là, et le RDPC, vous le savez aussi, au terme du texte signé le 27 juillet 2015, le corps électoral du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est donc convoqué pour l'opération de renouvellement des bureaux des organes de base et de ces organes, de ces organisations spécialisées. Selon la circulaire qui a été écrite et publiée par le président de la République, un cadre général est défini pour ce processus-là. Mais déjà, on entend les premiers grincements dedans, dans la Damawa, les cartes qui posent problème. Dans la MIFI Centre, là-bas, il y a des candidats adverses qui se battent. Il y a également quelques points de cette circulaire qui ne sont pas forcément respectés. On voit par endroits, contrairement à ce qu'il est dit, femmes, fils des hauts cadres du parti qui quand même se portent candidats à certains postes. Avec les militants du RDPC présents ce soir, mais aussi ceux de quelques partis de l'opposition, on va donc évoquer ces questions. Je vais d'abord introduire M. Joseph Atangana Zanga. Lui, il est chargé de mission dans les questions de renouvellement pour le compte du RDPC, notamment dans la région du Sud, dont il revient d'ailleurs après l'installation du nouveau gouverneur. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Merci de m'avoir invité. Alors, vous étiez à Ibolova? Oui, je suis parti à Ibolova cet après-midi. Après l'installation du nouveau gouverneur, il y a quand même une grande pluie ce matin. Une pluie de revoir au gouverneur sortant. Ça démontre que la population a été très fière du travail que ce gouverneur a abattu dans la région du Sud, notamment avec les projets structurants. Maintenant aussi, l'arrivée du nouveau gouverneur aussi a été salutaire avec une grande mobilisation. Nous avons vu la participation de l'élite extérieure et intérieure de la région du Sud et d'autres invités spéciaux qui ont effectué le déplacement de ce côté. Ça démontre aujourd'hui que la région du Sud reste une grande priorité dans le cadre du renouveau national. Et pour joindre cette actualité à l'un des termes, je voudrais juste savoir si les eaux, les exutoires, les eaux circulaient normalement de ce côté, puisqu'on va parler d'urbanisation. Est-ce que le Sud n'était pas inondé suite à la pluie? Non, le Sud n'a pas trop de problème d'urbanisation sur ce plan. Et je pense que cet après-midi, nous avons vu le Sud dans l'ambiance, sous la pluie, parce que nous, on est de la forêt dense, la forêt équatoriale, donc nous sommes habitués aux pluies. Juste à côté de vous, votre camarade, ancien membre de l'exécutif communal en tant qu'adjoint au maire du côté de la 5e, mais surtout candidat RDPC dans la section Vouris 5, une section quand même importante dans ce parti-là. Bonsoir Jean-Claude Tulin. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de STV qui nous regardent. Merci. C'est avec un réel plaisir, vous savez, que je viens souvent échanger sur votre chaîne de télévision, qui est, ma foi, très suivie également et qui passionne parfois les téléspectateurs. Je m'en réjouis, n'est-ce pas? De l'autre côté, d'abord Hilaire Zipan, conseiller municipal du côté de Douala premier, mais également membre du MP, le mouvement progressiste de Jean-Jacques Kindi. Bonsoir Hilaire. Dont le coordonnateur est Jean-Jacques Kindi, pas deux. Jean-Jacques Kindi. Dont le coordonnateur Jean-Jacques Kindi. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à Dipita Tongo, bien entendu. Merci de l'invitation que vous nous faites. J'ose croire que je serai à la hauteur des attentes
des téléspectateurs de STV et que nous allons débattre avec sincérité et objectivité pour que la fanfaronnade ne puisse pas gagner les rangs de ce pays qui est en décrépitude et très avancé. J'ose croire que la contribution intellectuelle va porter sur tout ce que cela, la passion que l'on peut exister de là et là. C'est d'autant plus qu'au sein de la mairie de Douala Premier, au sein du conseil, vous êtes quand même en contact direct avec les problèmes d'urbanisation et également des problèmes des affaires foncières, tout comme le ministre de la Communication du SDF, non moins adjoint au maire à la commune de Douala Deuxième. Bonsoir, Jean-Robert Wafo. Bonsoir, M. Dipita. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV2. Merci à nouveau d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, après la transition, je suggère qu'on commence peut-être avec le premier thème qui va parler du RDPC et de ce qui se passe au sein de ce parti en termes de renouvellement d'organes de base. Voilà, RDPC, renouvellement des organes de base, le RDPC à l'épreuve de la démocratie, c'est ainsi qu'on a formulé le premier thème de ce soir. Alors, Joseph, premier sentiment, première appréciation, je le rappelle, vous êtes chargé de mission. Comment ça se déroule? Sérénité, convivialité? Je pense que nous avons vécu quand même les derniers renouvellements en 2007. Et après ces derniers renouvellements, il était question quand même d'entrer à la nouvelle dynamique impulsée par le 3e congrès ordinaire du RDPC. Et la circulaire du président national, son Excellence Paul-Biya, chef d'État, qui a signé une première circulaire le 18 septembre 2015 en vue de mettre en place les commissions chargées du suivi des opérations. Et il y a eu une autre circulaire du 27 juillet portant maintenant le lancement des opérations de renouvellement des organes de base. Et c'est cette circulaire aujourd'hui qui définit l'organisation de ces opérations. Ça veut dire renforcer la démocratie à la base, renforcer les capacités de nos organes spécialisés et mettre en valeur le militantisme à la base. Et je pense que cette circulaire, qui est appuyée par le secrétaire général du comité central, M. Jean Kouété, est relayée par des responsables en charge des commissions pour enfin sensibiliser les militants et ceux qui sont déjà des acteurs du corps électoral des militants. C'est-à-dire comment aujourd'hui amener les militants à aller en compétition avec un esprit d'efficacité et d'engagement pour un parti qui a longtemps démontré ses preuves et qui continue toujours à démontrer ses preuves. Et je pense que, tel que nous voyons les opérations, notamment nous qui sommes sur le terrain, l'ambiance est là. Cette ambiance que nous vivons aujourd'hui tous les jours avec les bureaux de vote, avec l'organisation centrale des commissions au niveau régional, au niveau départemental, au niveau des sections, ça démontre aujourd'hui que l'organisation des opérations est respectée selon les prescriptions du président national, les modalités d'application de la circulaire du président national. Ça démontre aujourd'hui que les militants du RDPC ont compris véritablement que les règles du jeu doivent commencer par la base, parce que vous avez vu que dans cette circulaire, le président national n'a pas voulu impliquer les membres du gouvernement. Sur 70 membres du gouvernement, nous avons que 10. Donc, secrétaire d'État, le président national a voulu même si certains sont quand même chargés de mission, responsables des commissions. Le président national a voulu faire la part des choses. Ça veut dire que les ministres ont la responsabilité de l'action gouvernementale et les responsables du parti doivent aller à la base pour défendre les couleurs du parti à la base. Alors, Hilaire Zipan, lorsque vous observez les premières actions sur le terrain, les premières campagnes au sein du RDPC, le déroulement des premières activités dans le cadre de ces organes, 30 ans après, on peut dire que le RDPC est encore à l'épreuve du renouvellement. Ça semble donner l'impression que c'est un parti aguerri qui suit le processus de façon... Je pense que les militants du RDPC sont là, ils vont parler avec beaucoup d'aisance de leur parti. Et j'ose croire qu'ils donneront le bilan qui va permettre aux Camerounais d'être suffisamment satisfaits de la manière où les choses de l'État sont conduites. Maintenant, en tant que militant de parti d'opposition et observant un autre parti concurrent, y a-t-il une évolution? Je ne crois pas beaucoup. Les choses ont peut-être bougé dans le RDPC, mais les choses n'ont pas changé. La capacité de ces militants à se mobiliser sur le CFA est tout à fait toujours d'actualité.
Et j'ose croire que les véritables militants vont pouvoir prendre la place. Qu'est-ce que nous recherchons, nous, à l'opposition? Nous voulons avoir en face des politiques capables de faire des propositions suffisamment fortes pour que les choses avancent. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui pensons qu'il faut qu'il y ait le déluge pour que l'opposition puisse prendre les choses. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour rappeler que la modernisation ne se réserve pas seulement au RDPC. Nous avons vu dernièrement le premier parti de l'opposition camerounaise, Jean-Baptiste là, il va le dire, qui a également tenu sa convention, qui a apporté des modernisations à l'intérieur. Nous nous proposons au mouvement progressiste, très rapidement, le 28 novembre 2015, la renaissance de notre parti, qui va donc s'appuyer avec un projet de société suffisamment clair. Nous pensons que les choses sont tellement mal enclenchées dans notre pays pour que nous proposons enfin aux Camerounais une transition. Donc j'invite les Camerounais à suivre assez très grandement la convention du MP qui aura lieu donc le 28 ici à Douala, où nous allons avoir, après 2 années de réflexion, avec un livre à l'appui, Jean-Jacques Ekindi, comme vous le connaissez bien, va devoir se présenter. Je crois que vous avez subtilement glissé de la question. Pour non, nous sommes dans les formations politiques pour voir comment les choses se font. En Europe, vous voyez une modernisation de la droite entre les Républicains, l'UDI, le MoDem. Bien entendu, il faudra bien que nous proposons pour qu'en France, les divisions qui sont dans l'opposition puissent apparaître comme des compétitions sur des bases suffisamment claires pour qu'en face, dans le RDPC, on puisse avoir. Je serais très ravi d'avoir affronté mon grand frère Jean-Claude Tulen, parce que là, ce serait un débatteur, ce ne serait pas de la fanfaronnade, comme je disais tout à l'heure. Ce serait un débatteur suffisamment crédible, et les Camerounais auront à choisir entre le projet de société que nous allons proposer, nous qui pensons que la transition est tout à fait importante, et eux qui pensent qu'ils doivent continuer avec un président qui est un gérotocrate de 86 ans. Jean-Robert, dans son propos tout à l'heure, il a quand même relevé quelque chose assez marquant. Je ne sais pas si vous partagez le même avis que lui. Avez-vous le sentiment que les candidats au sein du RDPC, les différentes oppositions, essaient d'aborder les militants sous la base des arguments, ou autrement, il a parlé de façon subtile des billets de banque? Non, mais si déjà pendant qu'il y a élection au niveau national, c'est-à-dire quand ils sont en compétition avec d'autres partis politiques, il y a des achats de conscience, il y a la corruption active. Combien de fois quand c'est chez eux? Non mais écoutez, c'est juste des fois, on va assister aux foires, on va ramasser donc des badauds, n'est-ce pas, pour aller remplir, n'est-ce pas, les listes. Et puis bon, j'observe tout simplement que le président de la République, que M. Biya, leur président national lui-même ne croit pas en leur propre parti. La preuve, c'est qu'il n'a jamais mis la tenue du parti, contrairement à M. Tunnel qui le met tout le temps. Je constate également que le président, national, n'est-ce pas, n'a jamais fait, n'est-ce pas, du RDPC son cheval de bataille quand il est question de mettre une politique gouvernementale. La preuve, c'est que le libéralisme communautaire est loin derrière chaque programme de gouvernement. Bref, on va assister comme d'habitude. Les gens, et moi, ce qui m'étonne, c'est que je ne fais pas le procès de la presse. Hein. La presse, c'est des gens les journalistes, c'est des hommes de qualité et d'exception qui se sont battus pour que, effectivement, il y ait la démocratie dans ce pays. Mais je suis quand même surpris que la presse, une partie de la presse, n'est-ce pas, participe au divertissement. C'est ça le problème, c'est un divertissement. À quoi ça sert dans ce pays? Vos multi-fois là serviront à quoi? Est-ce que ça va résoudre les problèmes économiques? Est-ce que ça va résoudre les problèmes sociaux? Est-ce que ça va résoudre donc les problèmes de sécurité? Non, pas du tout. Et en fait, pourquoi je dis divertissement? Parce qu'on a réussi l'exploit à quelques jours de l'ouverture de la session de la session de l'Assemblée nationale consacrée à la loi des finances. On a réussi l'exploit de ne pas traiter ce sujet en profondeur. Alors qu'il est discret pour personne que les dispositions même du règlement de l'Assemblée ont été violées. Que la loi portant le régime financier de l'État a été violée. Donc je pense pour ma part que ces histoires qui sortent là tout le temps, et à des moments précis, je pense que ça ne concerne que eux, et ils ne vont pas distraire le peuple camerounais. Voilà. Jean-Claude Tulen, déjà, comment ça se passe du côté de Voris 5? Je pense que ça se passera bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et nous n'avons pas besoin que l'on vienne ici nous dire que nous sommes en train de faire ce qu'il appelait la foire. Et puis je voudrais également rebondir sur ce qu'a dit M. Zipan pour lui dire que nous n'allons pas nous excuser, n'est-ce pas, d'avoir à la tête de l'État un président qui a 82 ans et qui se porte comme un charme et qui gouverne. Et ça se voit, ça se sent.
Et vous, vous excellez dans ce que j'appellerais la propagande du culte du désespoir. Et c'est très dangereux en politique, monsieur le ministre, du shadow cabinet. Bien, s'agissant maintenant du renouvellement des organes de base au sein du RDPC, c'est une vision politique qui tient à cœur à notre président national, vous le savez très bien, parce que dès son accession à la magistrature suprême en 1982, il avait indiqué clairement qu'il ferait de ce pays un pays démocratique. Et pour la première fois dans le monde, l'on a assisté à une élection avec 2 candidats dans un parti unique, parti État. Nous sommes en 87. C'était ça, l'apprentissage de la démocratie. Et en 90, il nous a dit, nous, au RDPC, alors que votre président, qui à l'époque chaussait les mêmes bottes que nous, a marché dans cette ville pour dire qu'il est contre le multipartisme, notre président national a pris sur lui de dire qu'il fallait que nous préparions, nous, qui étions au pouvoir, à d'éventuelles concurrences. Ce qu'il fit. Nous sommes allés aux élections en 92 avec plusieurs candidats et en même temps plusieurs partis. Ensuite, nous avons fait le renouvellement dans notre propre parti en 96. Et ce renouvellement était fait avec un collège électoral. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas tous les militants qui votent. C'est des grands électeurs. Nous sommes allés aux élections au sein de notre propre mouvement politique en 2002, toujours avec le même processus. Collège électoral, bien défini, grands électeurs. Nous sommes allés aux élections dans notre propre parti en 2007 avec collège électoral bien défini, grands électeurs. Vous voulez démontrer quoi? Je voudrais démontrer que nous sommes en train de suivre une vision politique qu'un homme s'est fixée, c'est-à-dire d'amener le Cameroun à la démocratie intégrale. Et pour le faire, le laboratoire d'expérience qui peut prouver la sincérité de sa volonté politique, c'est sa famille politique, c'est-à-dire le RDPC. Et aujourd'hui, en 2015, nous allons aux élections au sein de notre parti à la faveur du renouvellement des organes de base. Et c'est tous les militants qui votent cette fois-ci. On n'est plus au niveau des grands électeurs. Après cette démonstration, donc, c'est l'historique qu'on vient de faire, et là je me retourne à nouveau vers Joseph. Comment comprendre donc ces premiers grincements? Dedans, dans la Damawa, il y a des problèmes de cartes. À Yaoundé 7, on parle des membres de famille, des responsables qui sont proposés comme candidats alors que la circulaire l'interdit. Dans la MIFI-Centre, il y a de la boxe, clairement, en public. D'ailleurs, là-bas, le président de la commission régionale a dû interrompre le processus électoral pour que les partis... Comment comprendre si ce bilan historique qui vient d'être fait montre ou alors veut traduire la sérénité du parti? Comment comprendre ces grincements dedans, cette opposition en interne alors que vous dites Parti démocratique? Cela au sein d'une famille politique, les chocs des ambitions. Oui, Joseph. Oui, je pense que je m'inscris aussi, j'appuie l'action, en fait, la thèse du camarade Jean-Claude, parce que Jean-Claude et moi, on a fait quand même des débats politiques au très haut niveau, je l'apprécie. Je pense que l'historique qu'il a retracé ici démontre quand même qu'il y a les axes de la démocratie qui sont implantés dans un parti en mouvement. Et deuxièmement, un parti en mouvement ne peut pas manquer des chocs. Un parti en mouvement qui est en compétition ne peut pas manquer un certain nombre de grincements entre les camarades. C'est normal, c'est l'ambiance du parti. Maintenant, on constate aussi que, avant même le lancement des opérations, le comité central du RDPC avait déjà lancé l'opération de placement des cartes dirigée par le secrétaire général adjoint du comité central, M. Grégoire Ona, vous avez vu, qui s'est déployé sur le terrain afin de
d'expliquer aux militants l'importance d'avoir des cartes d'adhésion. Et ce n'est pas facile, c'est une action qui s'est faite en quelques temps. Et maintenant, le parti a quand même intégré ces ventes de cartes dans le cadre de ces opérations de renouvellement. Ça démontre aujourd'hui que même s'il y a des grincements des dents, il y a quand même quelques brebis galeuses, quand même des militants, parfois qui ne se sont pas, qui ne se sentent pas véritablement en compétition, qui peuvent avoir un certain nombre d'esprits, des élans qui ne concordent pas avec la circulaire du président national, étant donné que la circulaire du président national insulte le civisme, la discipline des militants. Donc moi je pense que c'est normal que nous constatons que dans certaines régions où les renouvellements se passent, il peut y avoir des grincements des dents, mais les dispositions du parti ont été mises en place de telle en sorte que ces grincements ne vont pas aller très loin, parce que vous avez vu au niveau des coordinations, les responsables de ces coordinations s'activent à apporter des solutions aux militants qui posent des problèmes des cartes d'adhésion. Et c'est une préoccupation de la commission centrale et même du comité central, dont le secrétaire général du comité central, qui a un regard très attentif sur les cartes d'adhésion. Vous avez vu même sur le terrain, beaucoup de militants posent ce problème. Et je pense que la priorité est déjà, le comité central est en train de prendre des mesures afin d'apporter des paliers à ce problème. Mais maintenant, la démocratie existe dans le parti. Et je pense que ce que le camarade a dit retrace l'historique du parti. C'est véritablement l'esprit du parti, l'esprit du président national, à vouloir ramener le parti au sens du débat, à vouloir renforcer, redynamiser les militants, renouveler les militants. Vous voyez aujourd'hui que le parti veut se doter des responsables renouvelés et des responsables capables de défendre le parti à un certain niveau. Et maintenant, le président national pense que la base doit être un acteur, un pilier dans la démarche de ces renouvellements, de ces opérations. Et il y a quelques amis, nos amis de l'opposition ne comprennent pas le mécanisme du fonctionnement du parti, parce qu'ils sont encore dans la logique des petites querelles sans proposition. Qu'est-ce qu'ils proposent pour le fonctionnement de leur parti? Nous avons quand même les textes du parti que nous respectons. Nos textes aujourd'hui sont partis du 3e congrès. Et ça fait 5 ans aujourd'hui. Si nous passons au renouvellement de base, c'est parce que nous avons respecté, le président national a tenu à respecter les textes. Et c'est dans ce sens qu'il a lancé des opérations. Donc quand vont nous dire aujourd'hui, vraiment, non, le président national a une vision. Et c'est à ça, nous les militants, nous on s'inscrit à sa vision, à sa logique, la logique de faire décoller le parti. Et non ceux qui pensent qu'il faut toujours tourner sur place. Non. Alors, Jean-Robert, je vais peut-être mal le résumer, mais je vais dire 2 mots. Joseph Atangana semble dire que votre mauvaise appréciation, ou votre appréciation approximative de ce qui se fait en ce moment, découle peut-être de votre inexpérience en termes de démocratie interne. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà. Ça veut dire qu'il ne suit pas l'actualité politique. Je tiens à rappeler que, n'est-ce pas, lors de notre dernier congrès, qui s'est tenu en 2012, nous avons expérimenté un certain nombre de choses que nous réclamons au niveau national. Il y avait les bulletins uniques, c'était clair. On a vu comment tout est allé assez rapidement. Et d'ailleurs, il me souvient que, n'est-ce pas, le ministre Grégoire Rona avait participé, n'est-ce pas, bref, avait assisté à ce congrès. Donc, on n'a rien à apprendre de vous, puisque d'ailleurs, régulièrement même, nous organisons nos congrès. Je ne sais pas quand l'écart qu'il y a eu entre l'avant-dernier congrès du RDPC et le dernier congrès du RDPC. C'est pas le SDM qui viendra. Laissez-moi finir. Vous avez parlé, on a parlé. Permettez, monsieur le ministre. Assurer la police du plateau. Jacques-Claude, justement. Ne viendra pas fixer les calendriers. Je vous en prie, Voilà. Quand on est sérieux, on respecte les statuts. Je suis désolé. Il peut y avoir peut-être une prorogation d'1 an ou 2 ans, mais quand ça fait déjà 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, ça veut dire que vous ne respectez pas du tout les statuts que vous êtes vous-même fixés. Qui vous a nommé gendarme? Laissez Jean-Robert développer. Qui vous a nommé gendarme de cette affaire? Décidément. Allez-y. Moi, je vais dire, je vais revenir un peu sur ce que M. Tunali dit, pour bien se porter comme un charme. Non, mais mettez définitivement de côté ce concept totémique. S'il a un totem pour vous, il n'est pas un totem pour les Camerounais.
On finira par faire sans lui, que vous le voulez ou pas. On parle du renouvellement des organes de base. C'était pour dire que ce concept, il faut qu'il mette d'abord ça de côté. Et maintenant, pour le renouvellement. Monsieur, et pas d'humain Dieu. Et maintenant, non, c'est vous qui le considérez comme... Il n'existe pas d'humain Dieu. Non, mais Robert, allez-y, développez. Non, Voilà. je sais que bon, c'est pas de sa faute qu'on entre dans ce parti politique. Quand on voit un parti politique qui court, n'est-ce pas, qui vend des pagnes avec l'effigie de quelqu'un là-dessus en Afrique, quand on met l'effigie de quelqu'un sur un pagne, ça veut dire qu'on est en train de faire les funérailles de la personne. Peut-être qu'on l'a fait depuis longtemps. Mais je veux dire quoi? On va assister à quoi? On va assister à un vaudou militant de certains précipitateurs qui vont présenter des sommiers politiques c'est-à-dire que comportant 40 000 militants. Alors que lors des élections, les différentes élections passées, c'est-à-dire que ce soit municipales ou législatives ou présidentielles, dans leur circonscription, il y a eu autour de 5 000 voix. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas justifier que entre les résultats des dernières élections qui ont mentionné que le RDPC avait peut-être 8 000 voix en sa faveur, et le sommet qu'on va présenter, n'est-ce pas, aux chargés de mission et autres qui sont déjà accusés, n'est-ce pas, d'être des corrompus. Je n'ai pas dit que lui, il est donc corrompu, mais je ne serais pas surpris, comme ils disent demain, que dans le Sud, il a été donc corrompu. Donc, entre les deux, il y a généralement des écarts. Il y a des écarts énormes. Je dis, vous allez observer qu'il y aura des écarts énormes. Et je pense, de ma part, que si leur organe dirigeant, parce que si c'est chez nous, si c'est au SIF, quand nous prenons un sommet de 40 000 militants, mais la première question qu'on va se poser, c'est quoi? C'est que, mais aux dernières élections, on a eu combien de voix? Si aux dernières élections, on a eu 5 fois moins de voix, on saura que ce sommet est faux, est truqué, et ça ne me surprend pas. Puisqu'aux élections, et puis nous sommes habitués de ce fait. Vous n'avez jamais gagné une élection à la loyale, c'est connu. Ce qui vous arrive là aujourd'hui, où les militants se plaignent qu'ils n'ont pas de carte, vous l'avez fait par le passé, où vous prenez des cartes, n'est-ce pas, des électeurs à une élection nationale, vous partez d'un investisseur à la Dibamba, vous prenez des cartes à Douala, donc vous amenez ça à Bertois. On est en train de vous rendre ça aujourd'hui. Et c'est bien fait pour vous. Et il est là. Bien, merci. Je pense qu'il faut qu'on rétablisse un certain nombre de choses parce qu'il y a des gens qui ont des disques rayés, qui viennent sur les plateaux, qui 25 ans après n'ont rien renouvelé. Je pense que M. Jean-Claude Tshileng a adhéré au RDPC en 1985. J'ose croire qu'il était là en 1985. S'il n'était pas en 1985, il faut bien que je le rappelle un certain nombre de faits. Je rappelle d'abord en passant à M. Jean-Claude Tshileng, pour sa mémoire, que M. Ekindi, qui adhère au RDPC en 1985, est le président de la section pilote. Et c'est grâce à ses actions dans le RDPC que les présidents des sections deviennent d'office membres du comité central. Premier élément. Deuxième élément, M. Tshileng, comment comprendre qu'un militant aussi talentueux que M. Ekindi, appartenant au RDPC à son époque, puisse conduire une liste de municipales gagnant avec bravoure, gagnant avec expérience, gagnant avec honnêteté, ne puisse pas être investi par son parti comme maire de l'arrondissement de Douala 1er. Je parle de 87, où on allait prendre le 34e de la liste pour faire de lui maire, sous prétexte qu'il y avait une circulaire du RDPC qui était sortie spécialement pour M. Ekindi pour dire que la tête de liste n'est pas nécessairement le maire. Deuxième élément. Troisième élément, M. Tshileng, si vous êtes là depuis 85, comment comprendre qu'une circulaire du RDPC, nommément, porte à interdire M. Ekindi en l'interdisant d'être président des sections et député à l'Assemblée nationale. Pourtant, aux encablures de la Saraga maritime, le président de la section s'appelait le professeur Thomas Meloni. Il était président des sections et en même temps député à l'Assemblée nationale. Et 60 km après, le président de la section ne puisse pas être député à l'Assemblée nationale. Au-delà de tout ce mépris, au-delà de toute cette incapacité à retrouver le militantisme, malgré le fait que M. Ekindi, avec beaucoup de talent, s'investissait, j'ose croire que vous dites que la marche multipartisme, si vous retrouvez les photos, il n'était pas tout seul, M. Ekindi. Il y avait bien les militants du RDPC. Et vous étiez trop jeune à l'époque, tout petit sur la photo. Parce que j'ai les photos, cette photo-là, je l'ai.
Vous étiez dans cette marche. Vous étiez derrière cette banderole, monsieur. Mais vous demandez à monsieur Ekindi d'assumer tout seul le discours. Et je conclus, parce que c'est un passage. Je n'étais pas porté, je conclus. Au discours de la salle de fête, il a cité clairement son appartenance à une organisation estudiantine qu'on appelait l'UNEP, où il revendiquait d'être vice-président. Son appartenance en tant qu'un syndicaliste de haute voltige, en disant, quel que soit le cas, l'évolution totale de tous les peuples aboutit ce jour à la démocratie. Vous étiez à ce meeting, M. Jean-Claude Tulain. J'étais, oui. Monsieur Kindi assume tout son passé, rien que son passé. Mais il est resté progressiste. Vous avez évolué. De progressiste, vous êtes devenu moderniste. Oui. De moderniste, vous êtes devenu biaïste. Oui. En 25 ans, vous avez tellement évolué que vous nous amenez maintenant un gérontocrate dans lequel vous avez mis une pédale pour empêcher qu'il ne tombe, afin que le Cameroun puisse croupir dans un bilan aussi désastreux. Bien. Avec autant de talent et d'éloquence, j'ose croire que le débat intellectuel retenu par tous les spectateurs verront bien que le parcours de M. Kindi, il est cohérent, conséquent et il assume. Je ne vais pas verser Et son dans la polémique. et son retrait du Vous parti permettez, remet donc en cause, au moins je c'était ne une vais façon pas. de remettre en cause. Je tout ne ça. Ça ne vais change pas, pratiquement rien monsieur parce que les Zipan. méthodes restent les mêmes. Et vous Monsieur avez vu, Zipan. avec beaucoup de talent, lorsqu'à l'époque il était candidat à une section, c'était de l'effervescence, c'était de la politique. Et les gens à l'époque passent le temps à dire, lorsque M. Kindi était là, Je ne vais pas verser dans la polémique. J'étais au ADPC en 85 et avant 85, je militais déjà, n'est-ce pas? Bravo. Je voudrais vous dire ceci, monsieur Zipan, en parlant de Jean-Jacques Ekindi, pour qui j'ai... On parle du RDPC, hein, Non, il a cité Ekindi au moins 10 fois. dans sa vie au RDPC. Naturellement, c'est le leader du MP. Bien, je voudrais donc vous dire ceci. Monsieur Jean-Jacques Ekindi, pour qui j'ai une très grande admiration, profonde admiration. Je fut son conseiller en communication politique. C'est ce que vous ignorez, monsieur Zipan. Et vous voulez que je vous dise pourquoi toutes ces péripéties? Parce que monsieur Jean-Jacques Ekindi, je le lui avais dit, à l'époque, était le ROCA camerounais. Et la parenthèse est refermée. Est-ce à dire que votre Bien. parti a peur des recards? À l'époque, sans doute. Et jusqu'aujourd'hui, il y en a déjà? Je vous dis qu'à l'époque, vous me parlez d'aujourd'hui, je vous restitue la vérité de l'histoire. Et je lui dis, et je vous dis, et j'affirme ici et maintenant, que M. Jean-Jacques Ekindi, de cette époque-là, Mais revenons sur était comme Roca, et il était le Roca camerounais. Je le Revenons lui à vos avais fois, déjà là, vos dit, fois en et je préparation. le lui ai dit plusieurs fois. Et l'incident est clos. Maintenant, pour revenir à vous, monsieur le ministre. à vos fois en préparation. Allez-y. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire ceci. Si le projet de société ou l'idéologie du SDF était porteur d'espoir ou pouvait donner de l'espoir au peuple camerounais, il y a longtemps, monsieur le ministre, que vous ne seriez pas dans un shadow cabinet, mais vous seriez là-bas à Yaoundé dans un cabinet, non pas virtuel, mais un cabinet véritable. Je n'ai pas fini. Je voudrais vous dire ceci, et retenez cela. Nous vous avons eu en face en 92, Où vous avez perdu. et nous avons gagné. Vous avez perdu. Nous vous avons eu en face en 97, Où vous avez truqué. et nous avons gagné. Vous avez Nous vous avons eu en face en 2004, Vous avez fait dans la et nous corruption avons active. gagné. Nous vous avons eu en face en 2011, et nous vous avons gagné. Et curieusement, monsieur le président, notre président est peut-être géontocrate, comme vous dites, mais il se porte comme un charme, je l'affirme, et je le dis. Et il est en bonne santé, et il gouverne, et le Cameroun est bien gouverné. Et le vôtre, monsieur, il approche peut-être déjà la géontocratie, mais nous l'avons battu plusieurs fois. Alors, Vous achat de compte, ça. en ce moment-là, Avec la corruption de active, vous à monsieur moi, Tulain. monsieur, lequel devrons-nous admirer? Donc, Le perdant, donc le vous loser, vous tapez ou sur- bien celui qui gagne? Joseph. Mais je suis désolé. Est-ce Non, je vais répondre à cette est-ce question. que c'est vous ma pensez question. que celui qui perd, c'est celui-là qu'on doit encenser, ou c'est celui qui gagne? À condition qu'on parle du RDPC, Non, pas pas des du âges, RDPC. pas de l'état de Je santé. suis d'accord. On parle du RDPC. Parce que c'est le RDPC également qui truque les élections, qui a tout truqué dans les élections.
Donc, quand il fait, n'est-ce pas, quand il fait preuve de mauvaise foi comme ça, il faut qu'on le rappelle à l'ordre. Mais, Monsieur Tulen, pouvez-vous vous me dire combien nous sommes à Douala? Vous voulez me poser une colle ou quoi? Combien sommes-nous à Douala? Est-ce que vous savez que les chiffres du dernier recensement... Je vous en prie, est-ce que vous savez que les chiffres du dernier recensement font état de ce que Douala n'a que 1 900 000 habitants, 983 000 habitants? Oui. Vous croyez en ça? Vous êtes candidat à Douala 5e. Oui. Vous pouvez accepter, devant Armando Vision que Douala 5e n'a que 600 000 habitants. Vous êtes d'accord avec ces chiffres? Mais monsieur, vous comprenez que vous avez diminué les chiffres de la population pour des raisons électoralistes. Là où nous sommes forts, vous diminuez les chiffres. C'est pour ça que les élections, vous n'avez jamais gagné à la loyale. Pouvez-vous accepter que Douala 3e n'a que 500 000 habitants? Mais comment pouvez-vous dire que vous aurez dans des élections transparentes? Tout le monde s'accorde à dire, M. Tulen, que Douala a au moins 4 millions d'habitants. Ouais. Parce que je me rappelle. Tout le monde s'accorde. Parce que je me rappelle en novembre. Donc en novembre, du 30 novembre 2000. Ouais. Une étude conjointe qui avait été menée par la Banque mondiale, la communauté européenne et le cabinet Louis Berger avait fait état de ce que Douala avait 2 500 000 habitants avec un taux d'accroissement démographique de 4,8%. Vous êtes venu à la faveur du dernier recensement qui s'est tenu en novembre 2005 et qui a été rendu public 5 ans plus tard, ce qui est une camerounaiserie. Vous êtes venu dire que Douala n'a que 1 980 000 habitants. Mais vous devez avoir honte. Vous savez très bien que la bataille de 2018, ce sera la bataille de Douala. Un peu comme lors du duel. Un peu comme lors du duel Gbagbo. Je vous en prends pas des choses sérieuses. Oui. C'est pour démontrer que vous n'avez jamais gagné une élection à la loyale. Bon, mais maintenant, laissez-le terminer. Je dis, vous savez très bien que ce sera la bataille de Douala. Nous sommes prêts. C'est pour ça que vous refusez de donner les chiffres de Douala. Et vous faites du mal à tous les politiques de développement. Donc, pour revenir, je sais très bien que vous allez passer le temps ici à faire un concours absurde de mauvaise foi. Mais je vais vous prendre. Monsieur Tulen, quand un sommet politique du RDPC marque 40 000 militants, et quand on sait que vous allez récolter, donc ramasser, cueillir les cartes d'identité, n'est-ce pas, des citoyens que vous avez affamés, qui ont un SMIC de 28 200 francs CFA, qui souffrent, avec 8 millions de Camerounais qui vivent à moins de 500 francs CFA par jour. Quand vous partez prendre 40 000 Camerounais que vous avez appauvris, quand vous multipliez par 2000, ça fait combien? 2000 que vous donnez de taxis, ça fait 80 millions de francs CFA. Quand on se rend compte, monsieur Dipita Tongo, qu'il y a des fonctionnaires, gestionnaires de crédit, qui sont en train d'être candidats, mais on se pose la question de savoir comment un fonctionnaire peut se trouver avec 80 millions de francs CFA. Ça, ce n'est que pour le taxi. Donc, je dis une chose, c'est quoi? C'est que j'interpelle la CONA, que la CONA aille derrière chaque fonctionnaire ou alors chaque gestionnaire de crédit qui est en train d'être candidat. Parce qu'il faudrait que la corruption, que les achats de conscience, qu'on essaie de voir d'où provient l'argent. Et vous ne vous en sortirez pas, monsieur. Vous êtes candidat. Vous n'avez pas autant de fortune. Je vais vous dire pourquoi. Vous n'avez pas autant de fortune. Parce que cette élection qui va là, vous serez en position de non-favori. Parce que ceux qui vont venir auront puisé dans les caisses de l'État. Je ne vous connais pas comme quelqu'un qui a conclu cette phase. De l'État. Et Joseph donc dénoncez cela. Ayez un sursaut républicain. Oui, Joseph Atangana, allez-y. Monsieur Jean-Claude. Jean-Robert. Hein. Jean-Robert, vous avez prié avant de venir sur ce plateau. Je me rends compte que vous avez... Quand vous n'avez pas d'argument, vous avez des démons dispersés dans le... Maintenant, je voudrais qu'on se... Vous avez des démons dispersés là. Il y a une question. Pourquoi un maire du SDF se trouve au TCS? Si vous parlez... il parlait de la dispersion. Mais bon, regarde ce qu'il fait. Et puis bon, vous me dites que vous êtes chargé de mission. Vous parlez de corruption. Vous dites laissez-le développer, vous pourrez réagir. Vous parlez de corruption. Vous avez apprécié les médias. Mais on se rend compte qu'aussi, il y a un militant du SDF qui avait démissionné. Il m'a dit, s'il fallait encore militer dans un parti, vraiment le SDF... Vous parlez de qui? Je n'ai pas besoin de citer les noms. Il y a des personnalités au SDF. Il y a des personnalités qui ont démissionné dans le SDF. Des professeurs d'université, monsieur. Et puis vous allez où là? Laissez-le développer. Je vous attends. Il est frappé de désordre mental. Non, laissez-le développer. On va. Monsieur Wafo, qui développe, on saura où il va. Vous n'aviez pas d'argument pour parler des renouvellements d'un sommet politique dans notre parti. Vous n'aviez pas des instruments capables 80 millions de francs CFA. Un fonctionnaire qui est candidat à un sommet politique de 40 000 personnes. Nous sommes dans un débat intellectuel. Vous avez parlé de la politique du plateau. Si je reviens sur vos mots, vous avez parlé de la politique du plateau. Allez-y, Joseph. Respectez vos mots. Vous avez parlé de la politique du plateau. Alors, je ne comprends pas que
vous êtes dans le SIF et vous vous aventurez à parler du sommet politique du RDPC. Vous avez quel instrument? Nous sommes, des opérations se déroulent dans l'interne, dans le cadre du parti, c'est le secret du parti. Mais j'ai entendu le président de section dire, non. Dit dans les médias qu'il y avait un sommet de Jean-Robert. Quel président de section? Jean-Robert, aidez-moi à faire la police, chacun parle à son tour. Quel président de section? Je pense que chaque parti organise son sommet à sa manière, par rapport aux prescriptions données par le parti. Vous n'allez pas nous dire ici aujourd'hui que nous sommes à l'achat des militants. Vous avez quel élément pour le dire? Vous invitez la CONAC. Alors, chaque parti a son organisation interne. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure, le président national a prescrit. Vous avez un sommet de 40 Jean-Robert. Alors qu'aux dernières élections, vous avez eu 4000 voix. Jean-Robert, beaucoup. essayons de respecter chacun le temps de parole de l'autre, sinon ça aura un impact tout à l'heure. Non, il termine, Joseph termine. Je pense que arrêtez de trop manger pour diminuer votre ventre et revenez sur le plateau pour qu'on en discute bien sûr des choses capables de consolider l'intérêt national. Vraiment, c'est vous qui avez commencé. Et je pense que M. Jean-Robert, vous agitez normalement. Nous sommes dans un débat politique. Nous sommes dans un débat politique et je pense que si vos militants qui sont en train de nous suivre actuellement, vraiment... Vous êtes en train de voir vos agitations. Ça démontre aujourd'hui que vous ne pouvez pas défendre votre parti. Mais dans le cadre du... Une seconde. Il va prendre la parole pour essayer de rééquilibrer le temps de parole. Il va parler juste avant une seconde. Je suis en disant que nous, dans le cadre du RDPC, nous sommes en train d'atteindre un certain nombre de satisfactions au niveau de nos militants à la base. Chaque parti fonctionne par rapport à ses idéologies. Ceux qui militent au RDPC sont dans la logique de poursuivre et d'épouser l'idéologie du parti. Nos idéologies aujourd'hui sont mises en valeur par les renouvellements. Ça démontre aujourd'hui que la matérialisation des paroles du président national lors de ces congrès sont mises en valeur par la base, par ceux qui croient à ces idéaux. Donc, c'est votre totem. Alors, ce que les militants du RDPC présents sur le plateau semblent vouloir démontrer, c'est qu'en réalité, les petits écarts qu'on observe jusque-là, qui s'éloignent de la circulaire, c'est davantage des actes individuels que le système érigé En fait, la circulaire est adressée aux militants du RDPC. J'en suis pas un militant du RDPC, donc je ne peux qu'observer. Je constate que la mobilisation n'a pas encore atteint son maximum. C'est ce que je constate un peu. À moins que le RDPC soit tellement dispersé qu'on ne le sent plus. Que la Mama soit partie et que le parti ait disparu. Que la Mama soit partie et le parti a disparu. C'est peut-être là, parce que j'ai vu le 6 novembre le dernier, c'était comme un pot de chagrin, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait les consignes aussi. Hein. Je ne sais pas. Consignes de sobriété, de modestie. Je ne sais pas. Mais j'ai constaté aussi également qu'il n'y avait pas beaucoup, les gens ne circulaient pas beaucoup dans la ville. Vous n'avez pas bien vous aussi en passant. Moi, j'étais en studio. La position était dans la dignité. Non, soyons un peu sérieux. Donc, souvent, il n'y a pas de dignité. Nous sommes en combat. Donc, les années d'avant, il n'y a pas de dignité. Alors, allez-y, c'est votre temps de parole. Je crois qu'on pour rester sérieux, le RDPC a perdu de sa superbe. Il faut le dire. Peut-être que ce renouvellement va me permettre en ce que le parti puisse retrouver un peu de couleur. Mais un conseil que je pourrais leur donner, c'est vraiment un conseil, s'ils veulent bien, c'est de mettre des politiques à la tête des sections. Mais pour l'heure, nous constatons qu'on a mis, je ne pourrais pas dire des camarades gangsters, mais c'est une forme de militants parasites compradors qui occupent tout, qui fanfaronnent partout, dans lequel la construction du débat n'y se trouve pas. Je me réjouis que certains ont le courage quand même de venir sur le plateau, de construire quand même des phrases qui tiennent la route, mais sans toutefois démontrer quelque chose. Mais je me rends compte que la plupart est remplie des aventuriers de tous bords qui se mettent plein les poches. Je connais le militantisme de Jean-Claude Tulin depuis 1990 quand j'ai adhéré. J'ai vu, il est toujours fidèle à son parti. Je m'en réjouis, mais il n'a jamais été auréolé d'être très très adulé là-bas dedans, malgré qu'il le défend à grande pompe. Et la dernière fois, on lui a donné un petit straponte, le 5e adjoint, qu'on ne voulait même pas qu'il approuve quelque chose. Mais bon, c'était déjà ça quand même. Un peu. mais je crois que si je peux leur donner un conseil, c'est de trouver des vrais gens à la bonne place. Parce que si vous voyez tout mon débat, que ce soit à la mairie d'Ouala Première, vous l'avez vu la dernière fois,
c'est vraiment de la croix à bannière. Je n'ose pas en parler ici parce qu'eux-mêmes ils tireront les conséquences. Jean-Claude, vous voulez réagir? Vous savez, je voudrais, M. Zipan, vous dire ceci. L'arrogance du pouvoir, le devoir de lucidité en politique m'a conduit, n'est-ce pas, à regarder cela avec un peu plus de hauteur et me dire que faut cultiver la vertu de la patience si on veut faire de la politique. Et c'est ce que je m'efforce de faire. Je ne suis pas en train de faire une course contre la montre. Je ne suis pas entouré des PC par obligation. J'y suis par idéologie. Ça veut dire que ce n'est pas la faveur d'un décret me nommant qui a fait de moi un militant du RDPC. Vous faites un bon clin d'œil au ministre de la République. Et je voudrais vous dire ceci, monsieur le ministre du Shadow de cabinet. Je vous mets au défi, et sur ce plateau, ici et maintenant, de me montrer sur l'ensemble du territoire national où est-ce qu'on a déjà réuni 40 000 militants du RDPC depuis qu'on a commencé les renouvellements des organes. Je n'ai pas fini les renouvellements des organes de base, à qui un candidat a donné 2 000 francs pour que ça fasse 80 millions. Vous savez, monsieur le ministre, vous faites, et je vous l'ai dit tantôt off, c'est-à-dire hors caméra, que je vous apprécie et je vous applaudis parce que vous mentez plus que le nôtre. Je vous l'ai dit hors caméra. Attention au mot. Je vous ai dit que Attention je vous appréciais beaucoup parce que vous direct, mentez hein? plus que le nôtre. Attention Bien. au mot en direct, Je monsieur. voudrais vous Tulin. dire, monsieur le ministre du Shadow Cabinet, pour votre gouverne, que ce n'est que lorsque nous allons arriver, c'est-à-dire au terme de notre processus de renouvellement, c'est-à-dire les cellules, les comités de base, les sous-sections, et en apothéose, si vous voulez maintenant voir l'effervescence et que ça bouge, comme l'a dit M. Zipan, attendez lorsque tous les militants, comme vous dites, les 40 000 militants d'un sommier, d'une section, vont se retrouver tous ensemble, comme un seul homme, pour enfin élire leur président de section. Ce n'est qu'en ce moment-là, monsieur le ministre du Shadow de cabinet, que vous pourriez peut-être, avec votre expérience d'espion de la politique, n'est-ce pas, aller constater et demander à la CONAC de venir constater qu'il y a un candidat qui est en train de donner 2000 à chaque militant qui sont venus, si nombreux, élire leur président dans la ferveur militante. Et en ce moment-là, je vous dirai sur ce plateau, vous avez raison. Parce que je n'ai pas fini. Monsieur Vous le allez prendre la parole juste ministre, après je lui. n'ai pas Une fini. seconde, le temps qu'il vous termine. permettez souffler, monsieur le ministre. En Parce que quelques quand vous minutes, parliez, en quelques minutes aussi. quand vous parliez, moi je vous écoutais religieusement. Moins de 2 minutes. Et je vous Allez-y, dis- Et je concluez. vous dis, monsieur le ministre, que ce que vous dites, je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux. Vous mentez. Non, pas les mots, Et pas les vous mots mentez, indélicats. monsieur Monsieur le Tulin, il y a des gens qui nous regardent, nous sommes en Mais direct. oui, mais il ment. Non, pas des S'il mots, ment, il faut le pas des lui mots dire. indélicats. Ses propos. Mais il faut Alors, le lui je suggère dire. avant que vous preniez la parole deux choses. Je suggère deux choses. D'abord, je suggère deux choses. Vous allez prendre la parole. Le temps de demander, peut-être qu'on mette déjà le numéro pour qu'on puisse recevoir des contributions à travers SMS. Mais aussi vraiment, essayons de faire la police des mots. Essayons de ne pas laisser passer Attendez, autant de mais mots il ne dit indélicats. pas la vérité. Non, Pour que les Comment est-ce téléspectateurs... comment est-ce qu'on appelle ce C'est qu'il plus a fait? facilement dit ne dire pas la vérité que de dire autre chose. On le connaît depuis. Allez-y. Effectivement, il est allez-y, donc Jean. aux abois. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la candeur enfantine de M. Jean-Claude Tulin m'oblige à penser que vous êtes bien parti pour perdre des élections à Voury 5. Vous savez mieux que quiconque les achats de conscience qu'il y a toujours eu là-bas. Vous avez compris? Et je vous regarde dans les yeux. Et j'invite M. Dipita Tongo, une caméra, le jour qu'il y aura élection. Vous allez voir des gens bagarrer. Vous allez voir des gens bagarrer. Vous allez voir... mais écoutez, C'est contraire à ce que vous disiez écoutez, tantôt, vous ne serez Vous jamais... dites le jour de l'élection. Vous Mais savez, alors vous c'est ne contraire. serez Alors que vous jamais. veniez Jacques, d'appeler vous sur aviez ce plateau. plus de 3 minutes tout à l'heure pour vous parler. avez- Donnez-lui au moins un temps. de 2000 à 40 000 personnes. Vous avez le temps de réagir. Je dis, On en a encore pour plus de je 45 dis, minutes. perdez un tout petit peu de votre candeur enfantine, je vous en prie. Vous qui êtes tenté d'aller aux élections. Bien sûr que Parce que les méthodes de vos concurrents sont connues.
pas seulement à Voury, c'est un peu partout dans la République. Quels sont celles Vous avez compris, les achats de conscience, la corruption active. Vous allez voir cela. Et puis, M. Tulène veut faire croire aux téléspectateurs que le RDPC, c'est un parti démocrate, qui a la démocratie à l'intérieur. Mais voyons, M. Tulène, on ne saurait demander à un maçon de faire de la couture. Alors, Joseph, pour regarder un peu dans la projective, et un peu ce que... Est-ce qu'il n'y a pas de crainte pour justement la suite? On regarde quand même de ces premiers couacs. Quand on observe quand même que ce sont souvent... vous êtes chargé de mission, hein, au sein de ceux qui doivent encadrer, comme ça s'est peut-être passé dans la MIFI-Centre, dans la Damawa. C'est ceux qui doivent encadrer, les chargés de mission, les présidents des commissions d'organisation, qu'on commence à observer les premiers couacs qui laissent faire. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la suite de ce processus? Parce qu'en fait, on en a qu'au départ. On en a qu'au départ. J'ai cité quelques-uns. Les problèmes des cartes, d'Adamawa, je ne vais pas rentrer dans la corruption. Je ne vais pas rentrer dans les détails profonds. Les achats de conscience. Il y a eu des 7. On parle des cadres du parti qui essayent d'imposer femmes et enfants pour être candidats, alors que la circulaire le décommande. Y a-t-il lieu d'espérer que ce processus au sein de votre parti va se poursuivre, surtout se dérouler pour s'achever dans des conditions sereines et surtout démocratiques, qui est le fond du débat aujourd'hui? Oui, je pense que nous respectons les dispositions de la circulaire présidentielle du président national qui convergent à lutter contre les dérapages que certaines personnes essayent d'évoquer ici sur ce plateau, les dérives observées auparavant. Mais maintenant, il est question aujourd'hui de combattre véritablement ce parachutage qu'on a davantage rencontré un peu partout à l'époque et rendre le parti plus démocrate, c'est-à-dire aujourd'hui mettre la base au sein de la compétition. Mais je pense que dans le cas de ces renouvellements, en outre à mon niveau, certains militants se sont conformés aux prescriptions de la circulaire du président national. Ailleurs, on peut quand même remarquer, il peut y avoir ces remarques, mais le parti, chaque parti obéit à des règles. Et ce sont ces règles aujourd'hui qui peuvent rendre peut-être quelque part le processus difficile dans certains endroits, parce qu'il y a quand même aussi certains militants que nous constatons qui, parfois, quand ils ne sont pas capables d'atteindre un certain nombre d'objectifs, peuvent s'agiter, mais ça fait partie de l'ambiance du parti. Concernant le camarade Jean-Claude, que je respecte beaucoup, véritablement, parce que c'est un camarade qui a beaucoup milité à Douala 5e, je me rappelle, lors des législatives, nous avons été maintes fois sur les débats, mais maintenant, c'est un camarade très engagé et qui a des arguments capables aujourd'hui de porter à son niveau un certain nombre d'attention au niveau des militants, mais nous, au niveau des chargés de mission, nous sommes véritablement là pour encadrer les opérations supervisées selon les prescriptions. Nous ne sommes pas là pour amener les candidats à aller soutenir un tel ou un tel autre. Mais nous, on joue la neutralité, on joue une espèce de neutralité pour que les opérations puissent avoir l'ampleur électorale, le processus prescrit par le président national. Mais il y a, nous avons aujourd'hui certains, je veux dire ici, certains aveugles du RDPC, ceux qui ne voient pas comment le parti est en train d'évoluer, qui viennent nous relater l'organisation qui n'existe pas, que nous on ne se reconnaît pas là-dedans, dire que le sommier a un tel nombre de militants ou autres. Non, le sommier se constitue par rapport à ceux qui dirigent les opérations. Donc le parti est structuré, c'est-à-dire les opérations sont structurées du niveau central au niveau des comités locaux. Ça veut dire aujourd'hui que le parti a mis toutes les instances de neutralité capables de superviser les élections à la base. Et la dynamique maintenant de mobilisation est mise en place par ceux qui vont compétir, ceux qui sont appelés à aller au corps électoral. Et c'est ça qui fait la force du parti. Mais maintenant, un militant du SDF qui essaie de vouloir prendre des escaliers, qui ne comprend pas que nous, à notre niveau, ce n'est pas du fanfarotin, mais nous sommes dans un débat politique, comme ça se passe dans tous les états-majors des partis politiques. Montrer, faire une démonstration de la démocratie, renforcer l'esprit du militantisme, l'efficacité, le civisme. C'est ça aujourd'hui, l'anxiété qui montre que notre parti est fort, notre parti va en compétition. Et c'est ça aujourd'hui qui amène nos militants à compétir. Bon, maintenant, la question des cartes qui est évoquée parmi tant d'autres peut
on peut quand même constater que il peut y avoir des retards, mais au niveau des organisations, au niveau de l'organisation régionale, départementale et même des sections, les dispositions ont été prises pour pouvoir pallier, apporter une solution le plus rapidement possible pour que, au niveau des listes, que tout soit effectif. Mais maintenant, et c'est ça aujourd'hui qui va, et je vous dis qu'il y a la rigueur dans le cas des traitements des dossiers des candidatures. Ça démontre aujourd'hui que le parti est véritablement en compétition et la marche de la démocratie prônée par le président national est véritablement visible. Et je dis donc, ceux qui viennent nous dire aujourd'hui qu'on a donné 2000 francs, il y a des chargés de mission corrompus, et je ne sais pas où il a pris ces informations, dont il ne peut pas soutenir même la raison ici. Les informations, c'est écrit dans la presse. Vous terminez et alors, prend le relais de la question. Laissez-moi chuter. Oui, allez-y, terminez. Laissez-moi chuter, Wafo. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, nous sommes dans la logique de ce militantisme et nous encadrons. Et aujourd'hui, après, au sortir de ces renouvellements, nous allons ajouter un pas de plus dans le cadre de la marche de la démocratie prônée par le président national. C'est même ça l'objectif prôné dans la circulaire. Sur la suite, au regard déjà des premiers quoi, au regard du processus, au regard des directives, est-ce qu'on peut être quand même serein avec ce renouvellement? Le RDPC pourra-t-il s'en sortir comme étant un parti démocratique? D'abord, c'est un choix. Un parti fait des choix dans ses orientations. Il fait le choix dans sa manière de pouvoir cerner les problèmes qui se présentent à l'intérieur du parti. Et il fait le choix également dans la manière où il va traiter ce problème-là. Je pense que c'est dans ce cadre-là que généralement les circulaires sont prises à l'intérieur du parti. Je peux faire par similitude pour que tu comprennes bien, pour que les téléspectateurs comprennent très bien. C'est qu'également, chez nous, également, il y a un choix qui va être fait le 28. C'est une motion de modification des statuts, une motion de l'orientation de la politique générale du parti, une motion pour la transition que nous allons proposer aux autres partis de l'opposition pour qu'ensemble, nous ayons la même vision. Et à partir de là, il y a un diagnostic qui est fait. Mais les renouvellements tels que nous le débattons ici sont des renouvellements de bureau des organes du parti. Ce n'est pas encore la grande effervescence de machin. Et là, je pense que si l'on lit très bien, on peut être en adéquation avec nous qui observons la politique, parce qu'il n'est pas interdit de lire le discours du président national du RDPC lors du dernier congrès et s'en référer. Mais on peut avoir 2-3 éléments là-dedans qu'on ne voit pas transparaître dans ces circulaires. La première, c'est que le président de la République a semblé mettre un accent particulier sur la corruption. Et manifestement, au moment où on démarre les équipes de renouvellement, cela reste encore. Parce que je me souviens donc de cette phrase suffisamment, dont il y a suffisamment la louche de pouvoir nous faire partie. Les délinquants en col blanc n'ont qu'à bien se tenir. Mais on se rend compte que ces délinquants en col blanc se sont transfusés un peu maintenant. Ils ne sont plus eux-mêmes, ils ont mis femmes et enfants. Donc, subrepticement, ils essayent de contrôler le parti. La deuxième, c'est que l'identité remarquable et la culture que le RDPC a transmise à l'ensemble de la politique camerounaise de faire en sorte que les gens ont l'impression que la politique militaire, ce n'est pas un devoir citoyen. Et c'est ça, par contre, la difficulté. C'est pour ça que nous qui sommes de l'opposition, nous souhaitons que le RDPC s'améliore, sorte de cette culture-là, pour qu'ensemble, on puisse avoir un délit suffisamment fin. Je prends un cas pour que vous compreniez. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, après un meeting, si vous donnez seulement un verre à boire, vous êtes disqualifié. Un verre à boire, même de l'eau, vous êtes disqualifié. Alors si on arrive à cette culture-là, ce serait bon. Et donc, par conséquent, on a une transmission qui vient donc du RDPC, donc, qui fait en sorte que c'est la puissance qui s'exprime. Et là, je suis d'accord avec Jean-Robert Wafo, parce que quand vous voyez le talent intellectuel de certains cadres du RDPC, pour qui j'ai beaucoup de l'admiration, je prendrai le cas de Jean-Claude Turin, je suis d'accord avec lui. Sur le débat intellectuel, je l'ai toujours fait avec lui. Et sur ce cas-là, je respecte les qualités qu'il en a. J'ai vu son passage à la mairie de Douala 5e, c'était, sans tout pouvoir le vanter, c'était le seul maire disponible qui savait ce que c'est qu'une mairie. Il était là du matin au soir, régler les problèmes des usagers, comme cela se doit, régler les problèmes de proximité. Mais par contre, son maire, par son âme, on ne la voyait jamais. Bon, il y avait quand même des adjoints aussi également qui apportaient quand même un plus dans la spécialisation de certains traitements de problèmes d'urbanisme. En l'occurrence, par exemple... Vous dites qu'il est un bon candidat pour Ouvry 5. Oui, c'est un bon candidat pour Ouvry 5, bien entendu. Il faut qu'il s'adouble, bien entendu, d'un patriarche. Vous avez un électeur sur le plateau, malheureusement. Oui, non, il n'a pas la carte. Sur la qualité militantiste. Sur la qualité. Qui conclut Par contre, c'est la culture démocratique.
qui est à l'intérieur du RDPC qui lui sera défavorable. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. En disant donc que ce n'est pas ce militantisme de compétences, de projet de société, d'argumentaire qui va prôner. Ce serait celui qui va payer le plus qui va emporter. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un sait bien que ça c'est la violation de la circulaire du parti et qui vote pour celui-là. On a carrément là-bas des gens qui sont des repris de justice qui sont candidats. C'est incroyable. Je ne comprends pas le RDPC. Bon, et puis on a des gens qui sont assujettis au fait qu'ils sont pendus au TCS, qui sont quand même candidats. Et c'est ça aussi le RDPC. Deux conditions peuvent l'amener à gagner. Jean-Claude, ouais. Jean-Robert. Peuvent l'amener à gagner le futur scrutin. Première chose, il faudrait qu'il oublie un peu, qu'il fasse une croix sur sa candeur. Il est très candide. Et la deuxième chose, il faudra qu'il combatte véritablement les achats de conscience. Bon, mais moi, quand je parlais, n'est-ce pas, de... Monsieur Zangaï, il est revenu sur le nombre, n'est-ce pas, de personnes conscientes dans le sommet politique. J'ai entendu les présidents de section dire qu'il avait canté, parce que actuellement chez vous, il paraît que c'est l'OF-RDPC, l'OJ-RDPC, ainsi que certains organes de la section RDPC qui votent le président. C'est pas ça? C'est pour ça que c'est pour ça que vous avez vu. Quand je parle donc de 40 000, certains qui brandissent les 40 000. Heureusement que vous qui êtes un chariot de vision, et également vous m'avez mis à défi de montrer un seul endroit où il y a 40 000 électeurs. Ça veut dire que quand je veux trouver qu'au terme d'un déploiement, il y a 40 000, soit il y aura eu, n'est-ce pas, des doublons, c'est-à-dire qu'il y aura eu des charters, soit tout simplement, il y aura une falsification dans des procès verbaux. Mais et puis je vais dire, M. Tulène, si au sortir du sommet politique, vous vous rendez compte que le nombre de militants de votre sommet est 3 fois supérieur au nombre de voix que vous avez obtenues lors des dernières élections au municipal à Voury 5 ou bien aux législatives. Quelle sera votre réaction? Vous répondrez, notez juste la question. Première chose. Deuxième chose, pouvez-vous croire, M. Tulène, qu'alors que les Camerounais s'appauvrissent de plus en plus, quand on regarde les indicateurs, taux de chômage de 40%, ça veut dire que 8 millions de Camerounais vivent à moins de 500 francs par jour, avec un chômage endémique, avec un SMIC à 28 200 francs CFA. Pouvez-vous croire que c'est à ce moment-là que le nombre de militants du RDPC va donc s'accroître? Vous savez, M. Biasset, votre président sait qu'il gagne sans vous. Il sait que c'est le parti État qui le fait gagner. Et c'est la raison pour laquelle les ministres qu'il nomme sont des fonctionnaires. Il me souvient que M. Marafal l'a dit. C'est la raison pour laquelle il préfère que ces ministres fonctionnaires cumulent des postes. Parce qu'il ne croit en aucun militant, en aucun vrai militant du RDPC qui n'a pas de poste. Il sait bien que quand vous n'êtes pas fonctionnaire, vous ne pouvez rien pour lui. Alors cessez de tromper les Camerounais. Jean-Claude, la question de fond, c'est, on interroge maintenant la suite au regard des premiers quoi qu'on a pu observer. Est-ce que vous pensez que votre parti sortira de là plus démocratique ou mieux démocratique qu'il a été jusqu'ici et vous pourrez éventuellement réagir à ce qui a été dit au préalable? Notre parti a toujours été démocratique, monsieur le ministre. Je vous ai fait l'historique. C'est les déclarations devant caméra. Ce ne sont pas des déclarations devant caméra, avec la franchise qui me caractérise. Vous le savez très bien. Nous avons toujours été un parti démocratique. La preuve, c'est nous qui avons instauré la démocratie au Cameroun. Je suis désolé. Au Fonset, je suis désolé, je conteste cela. La démocratie vous a été imposée au Fonset par le peuple camerounais. Il y a certains d'entre vous qui avaient marché contre le multipartisme. Vous êtes au moins d'accord? Monsieur Wafo. On a vu les mains Basile prendre des pancartes. Jean-Robert. On a même vu ici, à droite, certaines personnes disent non au multipartisme. Vous n'avez pas le monopole de ce peuple-là. Jean-Robert. Puisque nous avons toujours en plus, ce sont les homonymes qui me... peuple, les gens. Et s'agissant des militants, je vous ai dit tantôt, et je le répète, que je vous mets au défi sur l'ensemble du territoire de me montrer dans un territoire en ce moment, au Cameroun, où il y a eu 40 000 militants regroupés quelque part. Ça commencera chez vous. Bien. Vous dites bien, ça commencera. Je n'ai pas dit, monsieur Wafo, vous m'écoutez. Moi, je suis un homme parce qu'ailleurs, il y en aura. Jean-Robert, laissez Jean-Claude développer et terminer. Moi, je ne suis pas un touriste politique. Non, je ne fais pas, monsieur Wafo, je ne fais pas de la transhumance politique. Je ne fais pas du nomadisme politique. Qui le fait? Je ne fais pas du nomadisme politique. Je vous le redis. J'ai bien peur que je ne fais pas non plus la transversalité.
ça ne m'intéresse pas. Je vous ai simplement dit ceci. C'est vrai que, quelque part, dans certaines sections, il y a effectivement des gens dont leur colonne vertébrale intellectuelle n'est pas suffisamment fluide pour pouvoir interpréter, lire, décrypter la circulaire du président national. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas intellectuellement accomplis. Même au sein de votre propre parti, il y a des gens comme ça. Je suis désolé de vous l'apprendre. Parce que nous avons assisté, vous permettez, nous avons assisté à des scènes aussi extravagantes que ce que vous décrivez dans votre parti. Je continue en vous disant que je ne ferai jamais l'achat de conscience et j'ose espérer que à Douala 5e, les responsables désignés pour coordonner l'élection à Douala 5e seront suffisamment vigilants pour éviter que l'on ne verse dans la corruption. Donc, et j'ose espérer que les problèmes de cartes, tels que vous le dites, vont trouver des débuts de vos espoirs cachent un doute. Il vous manque de sérénité sur ces points-là? Je n'ai pas dit qu'il me manque de sérénité. Non, Jean-Robert, laissez-le. Je n'ai pas dit cela. Non, Jean-Robert, non, laissez-le. Je n'ai pas dit cela. Non, je n'ai pas dit cela. Et je dis que si, monsieur le ministre, vous aviez lu la circulaire du président national, c'est que tout ce que vous êtes en train de dire est contenu dans sa circulaire et dénoncé et interdit. C'est pour ça que j'ai parlé de colonne vertébrale intellectuelle. J'ai parlé d'accomplissement intellectuel. Et dans cette même circulaire, il est dit que si vous êtes au TCS, vous ne pouvez pas être candidat à aucun poste dans le parti. Si vous avez des accointances ou si vous avez des problèmes de justice ou de démêlés en justice en cours, même si on dit que vous êtes présumé innocent, vous ne pouvez pas compétir. Si vous êtes un ancien repris de justice, mais je vous dis ce qui est contenu dans la circulaire. Si vous êtes un ancien repris de justice, vous ne pouvez pas compétir. Alors, d'où vient-il que subitement, sur ce même plateau, mais monsieur le ministre, est-ce que vous savez que c'est une insulte à l'intelligence des personnalités que l'on a désignées pour aller superviser les élections au niveau de la base? C'est une insulte. Alors vous concluez, on prend quelques SMS. Vous voulez donc dire, oui, monsieur le ministre, juste 2 secondes. Vous voulez donc dire que le président de la commission régionale de l'élection ici, du renouvellement des le ministre Don Soumet, je crois. Le ministre Don Soumet n'a pas suffisamment d'épaules pour pouvoir assumer et contrôler et faire en sorte Jean-Robert dit un mot, Joseph Tangana dit un autre, et on passe au SMS. Ce que vous venez de dire, Monsieur Jean-Claude Tulem, n'est-ce pas? Monsieur Jean-Claude Tulem, vous venez de dire que si vous êtes au TCS, d'après la prescription, n'est-ce pas, de votre président national, oui, vous ne pouvez pas compétir. Oui. Mais j'aurais souhaité, c'est écrit. J'aurais souhaité que votre président national soit autant rigoureux quand il s'agit de constituer le gouvernement de la République. Parce qu'il est constant. Je vous en prie. C'est pour vous dire qu'à partir du moment où lui-même, il peut pas, à partir du moment où le président de la République lui-même se permet de nommer des ministres qui sont au TCS, pourquoi voulez-vous que moi, citoyen, on parle du renouvellement, pourquoi voulez-vous que moi, je me serais attendu que vous... Je vous en prie, laissez-moi finir. Je me serais attendu une observation. Vous allez me voir chuter. Laissez-moi finir. Je dis si dans la circulaire de son président national, il est mentionné que si vous êtes au TCS, vous ne pouvez pas compétir. Avez-vous un cas pour ce renouvellement? Je dis bien. Un cas d'un militant qui est au TCS et qui est par ailleurs candidat. Laissez-moi chuter, je vous en prie, monsieur Pita Tongo. Allez-y. Vous allez voir où je vais chuter. Allez-y. Laissez-le développer. Si votre président national dit que si vous êtes au TCS, vous ne pouvez pas être candidat. Mais j'aurais souhaité qu'il en fasse de même quand il constitue le dernier gouvernement. Parce que dans ce gouvernement, il y a des ministres qui sont au TCS. Et ça dit que le président de la République est plus rigoureux quand il s'agit de son parti que quand il s'agit du gouvernement de la République, alors que son parti, c'est une organisation partisane.
C'est ce que vous êtes en train de faire On croire aux n'interroge Camerounais. pas. Nous ne sommes pas en train d'interroger Non, mais l'action écoutez, du président. C'est grave. C'est aussi la preuve que là, c'est même plus un parti État, c'est le parti d'abord et l'État après. Parce que si... Est-ce que dans le cadre du renouvellement, vous aurez des militants, vous aurez identifié des militants qui sont au TCS, même s'ils ne sont que présumés innocents, par ailleurs candidats je suis en train de vous faire comprendre que personne ne va croire en ça. D'accord. Personne ne croira en ça parce qu'au niveau du gouvernement, il n'a pas pu le faire. D'accord, Joseph. Il n'a pas pu le faire. Vous dites un mot et on passe au SMS. Aujourd'hui, M. Wafoten instruit des renouvellements. Il ne s'y connaît en rien de ce qui se passe à l'interne de notre organisation. Il essaie de nous apporter des approches qui ne tiennent pas la route de nos opérations. Alors, cela dit, vous êtes manifestement un mauvais chargé de mission. Nous sommes aujourd'hui fidèles. Parce que nous ne connaissons pas. Jean-Robert. Ouais, monsieur Wafo, qu'est-ce que je vais me sentir obligé de vous prendre quelques minutes dans votre temps de parole. Alors, je dis donc... Non, je ne voudrais pas arriver là, donc permettez-moi de ne pas y arriver. Nous sommes fidèles à l'esprit du circulaire du président national, à savoir respecter les modalités d'application de cette circulaire et à tous les niveaux. Il y a nos coordonnateurs, par exemple, au niveau du Sud, Madame Dr Madeleine Tchenche, qui est au niveau régional, est une ancienne militante. Elle connaît les rouages du parti, elle connaît ce que c'est le parti. Ça veut dire qu'elle maîtrise les tenants, les aboutissants sur le plan maintenant. Donc autrement, là où il y a des problèmes, ceux qui sont désignés là-bas ne maîtrisent pas forcément les rouages. Je voulais ajouter que la circulaire du président démontre qu'il y a une grande révolution au niveau du mode de scrutin qui se met en place au niveau des renouvellements. Et je voulais même ajouter aussi que cette circulaire aujourd'hui démontre que le président a fait une différence entre l'État et Joseph, on interroge davantage l'écart qu'il y a justement entre cette circulaire et l'exercice pratique sur le terrain. Là, il y a une autre approche. Il y a deux approches. L'approche de la circulaire. Le camarade Jean-Claude a dit qu'il y a quand même certains militants qui peuvent avoir l'esprit de ne pas bien interpréter la circulaire. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir des lacunes sur ce point. Mais au niveau de l'organisation des commissions, il y a quand même des séminaires à l'interne pour approprier aux cadres qui vont sur le terrain l'esprit que le parti compte imputer à la base. Alors, on prend quelques SMS et on revient pour le deuxième débat. Éventuellement, si quelques SMS vous suscitent des réactions, on en prendra également peut-être quelques-unes. Bonsoir, chers messieurs du plateau. Monsieur le ministre, je ne suis pas militant du R, mais j'ai voté pour le R. Vous me comptez comment? Donc, on peut avoir plus de voix que de militants. C'est Manou de Yaoundé qui nous envoie ce SMS-là. On va se prendre quelques autres comme ça au hasard. Le chargé de mission RDPC, comme l'indique, ne peut apporter que de contributions positives. Le vert est dans le parti, je lis, dans ses pratiques. Il n'y a qu'à voir combien de cadres du parti sont en prison. Bonsoir, certains responsables des associations membres du RDPC ont remis leur effectif aux élites pour achat des cartes. Les gens sont surpris qu'on ne leur remette des cartes. Le RDPC à l'image du pays, comment comprendre la cooptation des candidats juniors depuis Yaoundé? Il y a des cooptations de candidats? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de cooptation, ça n'existe pas. Il y a une idée de l'organisation. On ne coopte pas les candidats. Ça, c'est... Étienne Abafoussam, est-ce que le ministre SDF sur le plateau peut-il nous dire son bilan individuel? Bon, ce n'est pas de ça dont il est question ce soir. On parle du renouvellement. Bonsoir, de grâce que M. Wafo respecte le temps de parole des autres. Bon, c'est moi qui lui permets de parler. Beaucoup de militants du RDPC sont comme des moutons sans savoir l'idéologie d'un parti politique. Ainsi règne le tribalisme, le marchandage et les coups bas qu'on observe. Bonsoir, je suis de l'Adamawa. Je suis membre du parti. Je n'ai jamais eu difficile, hein, c'est pas écrit en français, donc je peux pas lire ça. On a déjà pris Étienne de Bafoussam. Encore un ou deux SMS peut-être. Belle émission. Question pour Monsieur Jean. Serait-il capable de soutenir le RDPC dans l'après-RDPC?
de façon franche. Thierry Nana. Écoutez, quand on milite dans un parti politique, ça suppose qu'on a accepté par conviction l'idéologie de ce parti. Donc, un parti, c'est pas une personne, c'est une organisation. On peut au demeurant changer le nom du parti, mais il n'en demeure pas moins que le socle reste le même. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi. Donc, vous serez toujours au RDPC. Ça, c'est une question extrêmement pertinente. Oui. Parce que le téléspectateur qui le pose, il a dit, et j'apprécie, n'est-ce pas, cette question. Le téléspectateur, il est conscient de ce que, actuellement, ce qui fédère, ce qui fait que le RDPC soit un seul, pour le moment, c'est le président national, parce qu'il est en même temps président de la République. Il n'est de secret pour personne que quand il ne sera plus là, le RDP sera éclaté en au moins 150 morceaux. Parce que le malheur de ces 33 ans de règne, c'est quoi? C'est que il y a des militants milliardaires chez vous. Vous avez compris? Donc tous ont des moyens pour éclater le RDPC. Parce qu'à l'époque, quand en 82, le président Aïdjo démissionnait, il y a eu des gens qui avaient boudé à l'époque, Moussa Yassaki Fada, par exemple. Mais Moussa Yassaki Fada n'avait pas de moyens pour conduire une rébellion interne. Or, aujourd'hui, vous avez des ministres militants qui sont des milliardaires, qui ont le nerf de la guerre, et qui vont fatalement éclater le RDPC en plusieurs morceaux, ça c'est clair. Et je ne sais pas où... Non, on n'en est plus au débat. Pour l'instant, on débriefe juste une question. Non, Jean-Claude. Non, Joseph, une seconde. Joseph, vous allez dire un mot, on va débriefer la question, on prend le dernier SMS, on prend le prochain thème. Il est 11h20 déjà le soir. Je pense qu'un parti politique, on ne milite pas dans un parti politique pour un homme, mais on milite dans un parti politique par rapport aux idéaux que le parti présente. C'est dans ce sens. Non, chaque parti, chaque militant a ses convictions, a ses objectifs. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que je vais militer parce que Wafo a une tête qui brille. Non. Je milite par exemple au RDPC parce que je suis convaincu du militantisme du parti. Et c'est dans ce sens que je milite dans le RDPC. Et dire qu'aujourd'hui, que si le président national, qui vous dit... Pourquoi vous parlez toujours de la disparition du président national? Nous sommes encore... Non, arrêtez cet esprit de disparition-là. Nous, au RDPC, nous, on ne parle pas encore de disparition. Nous parlons du président. Ça veut dire que le président national est encore là. Regarde son nombril. Nous parlons du président. Et ça veut dire que, comme le président national est encore là pour le moment, nous sommes encore avec ce président national. La disparition, ça, c'est votre affaire. Alors, le dernier SMS, Wafo a tellement raison sur la situation du RDPC. Il a tellement raison sur la situation. Voilà un téléspectateur qui vous donne raison. Wafo a tellement raison sur la situation du RDPC qui a détruit le pays. On prend la transition et on revient au deuxième. On revient juste derrière pour le deuxième thème. Après la transition, si vous voulez bien. Alors, parlons à présent des questions d'urbanisation et des affaires foncières. C'est presque lié. Hein. On observe néanmoins que ce sont des questions qui occupent grandement les débats dans nos grandes villes, surtout Douala, Yaoundé, Bafoussam, où l'urbanisation anarchique a montré effectivement qu'il y a des conséquences plus ou moins dramatiques sur l'activité, notamment économique. Mais ce qui découle également, ou alors ce qui paraît souvent comme une conséquence des problèmes fonciers. Je l'ai dit hein, à l'entrée, Hilaire Zipan, vous êtes conseiller municipal, Douala Premier, donc au contact de la population. Pour vous, la problématique se trouve à quel niveau? Notamment, peut-être on peut commencer par là, sur les questions d'urbanisation. D'abord, ce n'est pas un secret de polichinelle, hein, donc il faut qu'on débatte de ça. Je pense qu'un État vit dans un espace géographique. Un espace géographique a ses réalités et généralement ce qu'on appelle la nature. La nature, elle a ses règles, il faut donc les respecter ou encore moins les canaliser pour avoir une vie assez aimable dans l'espace que nous souhaitons. Maintenant donc, à partir de ce moment où j'ai fait donc ce grand chapeau, il va sans dire que les problèmes de l'urbanisation de la ville sont pris encore par les gouvernants ou les dirigeants. Et généralement, ce qui nous permet
de pouvoir actionner ou d'orienter ou de régler ces problèmes-là sont... Est-ce qu'on a réfléchi suffisamment? Ou du moins, est-ce qu'il y a des bribes de réflexion? Ou est-ce qu'il existe, bien entendu, des textes qui encadrent cette activité? Et je réponds à cela, oui. Il y a une loi qui existe sur l'urbanisation et qui encadre bien les dispositions afférentes. Est-ce que cette loi est suffisante aujourd'hui pour que l'on puisse ne pas rencontrer le problème tels que nous les avons en permanence pour ce qui est de l'espace de loi-là? Je dirais que au-delà du fait que cette loi, il y a des manquements à l'intérieur, mais toujours est-il que la responsabilité incombe à ceux qui ont en charge la gestion de l'urbanisation. Et ceux qui ont en charge dans la gestion de l'urbanisation, pour que les téléspectateurs comprennent très bien, c'est dans le cadre de la décentralisation, bien entendu, les communes. Mais comme subrepticement nos amis du RDPC ont une mauvaise manie de conserver le pouvoir qui a été légitimement donné à ceux qui prétendent ou qui ont des idées pour gérer la ville, on a donc créé une super structure qu'on appelle la communauté urbaine, qui lui n'a pas de territoire et qui lui prend en charge la gestion de cette municipalité. Maintenant, si l'on revient donc schématiquement, pour faire simple, pour que les téléspectateurs comprennent très bien, quels sont les leviers qui, à l'intérieur de cette loi, permettent à ces dirigeants-là de pouvoir bien réglementer la vie en société dans l'espace urbain. Nous avons donc notamment le plan d'urbanisation, le plan d'occupation de sol, le plan de secteur et le plan... Tout ce que je dis là, c'est dans la loi. Maintenant, est-ce qu'elle est applicable? J'ose croire qu'elle n'est pas tout à fait applicable. J'attends donc le deuxième volet de votre relance pour aller en appréciation. Mais je voudrais rappeler que les communes sont des personnes morales avec une autonomie financière. Autrement dit, ils sont libres de l'orientation des fonds qui sont apportés par les Camerounais par le biais des taxes et des impôts. Est-ce que ces taxes sont bien collectées? Première question. Est-ce qu'elles sont bien gérées? Deuxième question. Est-ce que l'orientation est bien faite? Troisième question. Est-ce que ceux qui ont en charge le fonds avaient beaucoup d'aisance? Quatrième question. Et j'ose croire que les Camerounais prendront la dernière pour dire qu'ils ne sont pas à la bonne place. Je pense que je laisse les autres intervenir. Joseph Atangana, à votre niveau, vous observez que le problème se situe... Oui, bon, n'étant pas spécialiste de l'urbanisation, parce que je ne veux pas dire des choses dont je ne suis pas spécialiste, mais une approche quand même que je voudrais donner ici. Il y a quand même une loi depuis 1976 qui initie aujourd'hui la réforme foncière. C'est à partir de cette loi... 74, il me semble. Oui, 74. Pour être 73. Il y a 73 et puis qui a été modifiée en 2004. Oh, ouais, elle a été 73. Elle a subi beaucoup de modifications. Alors, maintenant, à partir de cette loi, l'État, donc, s'est statué sur ces lois pour l'évolution des réformes foncières. Cela dit aujourd'hui que depuis la création du ministère des Domaines, du cadastre des affaires foncières, depuis 2012, ce ministère a bénéficié de l'onction de l'État pour pouvoir gérer les questions de la politique foncière. Et c'est dans ce sens que ce ministère porte aujourd'hui la charge de pouvoir piloter cette politique. Maintenant, l'État aussi, à partir de la loi sur la décentralisation, le premier conseil sur la décentralisation qui avait eu lieu en 2009, et la loi de 2004 sur l'orientation du document de stratégie de la croissance, l'État a essayé la loi sur l'orientation de la décentralisation. L'État a vu un certain nombre de pouvoirs et essaie d'étudier comment aujourd'hui transférer les pouvoirs aux collectivités locales pour pouvoir gérer les questions d'ordre foncier. Mais maintenant, on constate que comme l'État n'a pas encore véritablement donné le pouvoir au niveau des collectivités, il y a le ministère des Domaines gère encore ce projet avec ces structures déconcentrées. Et donc, il y a donc des questions, il faut donc revoir la question du cadre juridique, institutionnel et politique. Et pourquoi l'État, dans un environnement dit de décentralisation, hésite tant à passer la main? Non, l'État est en train de... Il y a quand même, quand nous voyons l'étude de la Banque mondiale sur les questions de l'urbanisation, le taux d'urbanisation est parti de 40%, 45% dans l'étude de la Banque mondiale. Ça démontre qu'il y a quand même un élan d'action qui est mis en place par l'État, malgré que ce n'est pas véritablement ce qui se ressent au niveau déconcentré, mais l'État a quand même fait des efforts. Vous rappelez quand même qu'au dernier comité agro-pastoral de Borova, le président de la République avait instruit au gouvernement
de revoir la politique de réforme foncière afin de lancer la politique agricole. Ça veut dire que c'est une préoccupation du président de la République, même au très haut niveau. Maintenant, la démarche obéit à un certain nombre de règles, une réglementation. Il y a des textes qu'il faut essayer de revoir. Il y a un certain nombre de décrets qu'il faut revoir encore. Nous venons de revivre en 2005, en 2015, en 2005, la dernière modification sur la sécurisation du titre foncier, du régime du titre foncier. Donc aujourd'hui, l'État essaie de revoir comment remettre en place, redonner confiance au statut foncier et amener maintenant les collectivités à participer à cette démarche. Jean-Robert, je rappelle que vous êtes issu de Douala 2e, une zone quand même qui a connu beaucoup plus que Douala 1er, qui connaît des problèmes d'urbanisation et des questions foncières bien accrues. Tout à fait. Douala 2e a connu des problèmes tout simplement parce qu'on observe, je vais être gentil, c'est un laxisme de la part des autorités administratives. Je vais prendre un exemple simple. Au marché gare, c'était la gare, il y a un individu que je ne vais pas citer ici, c'est un groupement d'initiative commune qui s'est permis, n'est-ce pas, d'aller occuper tout un pan de ce marché. Alors, quand la commune a donc saisi, quand Madame le maire a donc saisi, n'est-ce pas, le ministre des Affaires foncières, on a été surpris de constater que la ministre actuelle, Jacqueline Koumbé-Siké, qu'elle a prétendu que tout s'est passé dans les règles de l'art. Parce que, voyez-vous, comment peut-on donner à un GIC, n'est-ce pas, l'exploitation de, je cite, de 5361 mètres carrés pour une redevance annuelle de 2 680 500 francs CFA, révisable tous les 5 ans. Parce que quand vous prenez 2 680 500 francs, vous divisez par 5 361 mètres carrés, ça veut dire que le mètre carré, c'est à 224 000 francs par mois. 224 francs ou 224 000? Non, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le mètre carré coûte 499 francs, c'est soit 40 francs par mois. Est-ce que c'est normal? Vous avez rectifié? Oui, j'ai rectifié. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est normal? Vous voulez démontrer quoi? Mais écoutez, la loi dit que quand vous êtes un commerçant simple, l'OTVP, c'est 2000 francs le mètre carré par jour. Bon, c'est vrai qu'avec des politiques, comment je peux dire, flexibles, on occupation temporaire essaie de ramener ça en arrière. Non, je parle des droits de place sur les marchés. Ah, d'accord. Mais on donne 5361 mètres carrés à quelqu'un qui doit reverser une redevance de 2 680 500 francs CFA. Or, la mairie a écrit pour dire, OK, nous pouvons gérer. Donnez-nous ça. La mairie s'est même appuyée sur l'article 86 de la loi de 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun, concernant le droit de préemption. Qui dit quoi? Qui dit l'État et les collectivités territoriales peuvent exercer un droit de préemption sur tout immeuble pour la réalisation de certaines opérations répondant à des objectifs tels que l'organisation, le développement des activités économiques. On écrit ça, M. Tuilin. C'est-à-dire que la mairie saisit le ministre des Domaines, Mme Jacqueline Koumbé-Siké, qui dit quoi? Que ça s'est passé dans les règles. Elle dit l'arrêté en cause a été pris au terme d'une procédure régulière. Quelle procédure régulière? Qui était informé? Est-ce qu'il y a eu un avis d'appel d'offres? Rien du tout. Je vais vous montrer dans la mafia financière. Je viens également au marché central. Mais écoutez, c'est un des plus grands scandales. Parce que je vais dire une chose. Le marché central a été inauguré en 1975 par M. Paul Biya, qui a été Premier ministre. La gestion avait été confiée à la grande commune urbaine de Douala. Parce qu'à l'époque, il y avait une commune urbaine. La communauté urbaine de Douala actuellement et les communes d'arrondissement naissent sous les centres de la grande commune urbaine. Il n'y a aucun acte, il n'y a jamais eu un acte qui reverse la gestion du marché central à la communauté urbaine de Douala. Tout s'est passé comment? On a fait ce qu'on appelle un op-high. On a dit, bon, la communauté est faible, les autorités administratives de l'époque, ainsi que les délégués de l'époque, on dit, OK, c'est eux qui gèrent. Il y avait ce statu quo-là. Mais la loi de 2004 d'orientation de la décentralisation est venue dire en son article 110 que l'entretien, la gestion
et la construction des marchés relève donc des communes d'arrondissement, relève de la communauté urbaine. Et en même temps, l'article 126 va dire que tout ce que c'est applicable mutandis aux communes d'arrondissement. Tout était flou. Mais heureusement, la fameuse chute des lois a précisé tout simplement ceci, que les modalités d'application de la loi seront fixées par voie réglementaire. Oui. Réglementaire, c'est quoi? C'est le décret. Et effectivement, le 8 juin, et ça je dis clairement, parce que le Premier ministre doit être en train de donner sur le 8 juin dernier, le 8 juin 2015, il y a eu un décret 1375 du Premier ministre fixant les modalités d'exercice de cette compétence en matière de commerce. L'article 13, un de ces lois dit quoi? La commune gère les marchés installés sur son territoire. Depuis le 8 juin, M. Tuilen, qu'est-ce qu'on attend pour faire la passation technique dans les marchés entre la communauté urbaine et les communes d'arrondissement? Qu'est-ce qui empêche de le faire si ce n'est qu'il y a eu des rétro-commissions? Parce que, voyez-vous, je chute par là. Parce qu'il faut que les Camerounais le sachent. Il faut que le Premier ministre sache pourquoi, pourquoi son décret n'est pas appliqué, alors qu'un décret est d'application immédiate. On nous fait comprendre, M. Tuilen, vous qui avez été maire, puisque nous sommes des maires, que tous les 16 marchés de la ville de Douala, non, suivez bien, que tous les 16 marchés de la ville, les 16 grands marchés de la ville de Douala, rapportent uniquement 575 millions de francs CFA à la communauté urbaine. Pourtant, quand nous avons fait une délibération à la mairie de Douala 2e, on a fait une projection seulement pour les 5 dernières années, donc pour les 5 derniers mois, pour le seul compte du marché central, on a projeté 250 millions de francs CFA de recettes additionnelles. Ce qui suppose que sur un an, c'est 600 millions que le marché central va donc nous rapporter. Mais des individus, parce qu'ils reversent à des excroissances qui trouvent même leurs racines jusqu'à Yaoundé, on décide donc de piétiner le décret du Premier ministre. Ils oublient que de par la Constitution, le Premier ministre est chargé de veiller à l'application des lois. Mais quel est ce pays? Quel est ce pays? Jean-Claude. Donc c'est pour vous dire que, pour des intérêts de certains individus, on est prêt à mettre les collectivités territoriales de côté. Et ce qui va se passer là-bas, et j'interpelle également le nouveau gouverneur qui arrive, parce que je sais que c'est un homme de qualité. Il sera installé vendredi. Oui, c'est un homme de qualité. J'espère que ce dossier, il va réviser ce dossier, parce qu'il n'est pas normal. Si déjà on permet donc de... Le gouverneur nous a dit d'attendre d'abord la feuille de route qui lui sera... Mais quelle feuille de route, monsieur Dipita Tongo? Est-ce que quand il a été nommé, je vous en prie, est-ce que quand ce gouverneur a été nommé ministre de la Défense, est-ce qu'on n'attend pas décret du président de la République? Est-ce qu'on a attendu un arrêté d'application pour l'installer? Pourquoi demande-t-il un arrêté du ministre de l'administration territoriale pour procéder à la passation technique? Alors Jean-Robert... Le décret d'application immédiate, installer c'est quoi? Jean-Robert, vous écoutez. Je suis par là, installer c'est quoi? Quand on dit la commission des matières installée sur son territoire, installer c'est établi, c'est édifié, c'est construit. D'accord. Jean-Claude Tuilen, ouais, de grâce. Comment comprendre justement cet écart? On est tous unanimes là-dessus. Il y a quand même une législation, il y a des textes il y a des textes qui existent. Pourquoi la distance entre le texte et la réalité sur le terrain? Monsieur le ministre, je comprends votre désarroi. Je me félicite parce qu'à la pratique du pouvoir, vous comprenez maintenant que ce n'est pas aussi aisé, n'est-ce pas? Puisque vous êtes maintenant maire. Je désapprouve ce que vous vivez. Je l'ai toujours désapprouvé. Je l'avais dénoncé en mon temps. Et je dis toujours... Là, au moins, je le sais. Et je dis que il faudrait que les gens dans ce pays, qui est notre pays à tous, évitent perpétuellement à bâtir leur fortune sur la misère de ce peuple. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et vous m'interpellez. Et je vous dis de manière sincère que je ne suis pas le délégué de la communauté urbaine de Douala. Mais quand on loue 5361 mètres carrés à 200 je vous ai interrogé sur... Je ne suis pas... Je vais... Oui, allons-y, allons-y. Je vais continuer maintenant avec le sujet. Jean-Robert Wafo. Vous savez, le pays est confronté à un exode rural imprévisible et accéléré, s'agissant de l'urbanisation. Moi, ce que j'observe, c'est quoi? C'est que
Quand vous regardez le Cameroun, c'est le seul pays dans les deux zones, c'est-à-dire l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, où vous pouvez compter plus de 20 villes qui existent réellement, au Cameroun, je veux dire, pour ceux qui ont voyagé. C'est le seul pays. Parce que ça, il faut que les gens le sachent. C'est le seul pays entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale où vous avez plus de 20 villes. Seul pays francophone. Francophone, oui. Même anglophone, si vous allez au Ghana, en dehors de Accra, en dehors de Accra, si vous allez à Kumasi, Kumasi ressemble à un grand village de Douala. Ça, je vous le dis. Et cet exode exponentiel, accompagné par ce que l'on appelle la tolérance administrative, a permis ce que nous observons aujourd'hui. Bon, vous allez me dire, mais l'État fait quoi? L'État a essayé, et l'État essaye de gérer ce problème. Et à la faveur de la décentralisation, vous verrez que j'ai suivi, je crois que c'était aujourd'hui, le délégué de la communauté urbaine parlait du plan d'urbanisation de la ville de Douala, réactualisé avec un certain nombre de projections. Nous espérons, parce que moi je prends toujours l'exemple de Nsimi. Bon, il y a des gens qui sont venus, il y a certains petits malins qui ont commencé à dire que je crois que tu l'as aimé, je Nsimi. Moi je ne l'ai jamais vu. Je ne suis jamais allé à son bureau, mais je dis et je le maintiens ici, que si tous les délégués de la communauté urbaine travaillaient comme Nsimi, il y a longtemps que les problèmes que nous suivons et que nous avons de manière récurrente dans la ville de Douala, ces problèmes-là, sur le plan de l'urbanisation, seraient peut-être pas réduits à 100%, mais peut-être à 50%. Parce que quand on est amené à gouverner une cité comme la nôtre, n'est-ce pas, et qu'on dit qu'on est le maire, super maire d'une ville, on est plus préoccupé par la gestion. On est amené à incroyable. devenir forcément, qu'on le veuille ou pas, un bâtisseur. Ça veut dire qu'on doit laisser ses empreintes dans la ville. Mais en ce qui me concerne, moi je peux vous dire une chose, c'est que je regarde partout. Pour le moment, c'est peut-être des petits pas, mais moi je ne vois pas d'empreinte. Parce que c'est invisible. Joseph. Oui, je pense que la question d'urbanisation, encore, il y a beaucoup de points à revoir quand même. Il y a des textes généraux et des textes spéciaux qui, aujourd'hui, quand on parle des textes spéciaux, il y a quand même des instruments qui doivent être ratifiés, des instruments juridiques sur le plan international qui doivent être ratifiés par le Cameroun afin maintenant de décoller véritablement à la réforme foncière, parce que nous devons obéir à cette ratification pour que nous soyons aujourd'hui, pour que nous soyons sur les règles d'ordre international, et l'étude faite par la Banque mondiale, la FAO et les autres organisations bilatérales ont démontré qu'il y a encore beaucoup à faire sur ce plan. Maintenant, dans le cas des collectivités locales décentralisées, je vous ai bien défini qu'il y a la loi de 2004 qui oriente véritablement les pouvoirs de centrale au niveau de la base. Ces pouvoirs aujourd'hui démontrent que même le ministère des Affaires foncières, je me rappelle, le dernier débat entre l'Assemblée nationale, le Parlement, le ministère des Affaires foncières et d'autres organisations sont revenus sur ce problème. Avec l'ONG l'Europa, ils ont discuté sur ces points, les points de la réforme foncière. Et maintenant, donc, l'État est encore à la recherche des solutions pour que véritablement, parce que quand vous voyez ce qui se passe au niveau de la base, l'administration et les acteurs de la collectivité locale ne s'accordent pas véritablement encore. Il n'y a pas véritablement une main d'association pour pallier à ces questions d'urbanisation à la base. Ça veut dire que l'État est encore à la recherche des solutions, mais tenant compte de ces textes spéciaux, parce que l'État aujourd'hui ne peut pas faire cette réforme foncière sans tenir compte de ces alinéas-là, qui nous permet aujourd'hui de décoller véritablement
Et vous voyez que l'État est passé du ministère de l'urbanisation à l'habitat au ministère des domaines. Il y a la loi sur l'organisation du cadastre qu'il faut revoir. La loi sur l'expropriation, l'État a opéré un certain nombre, il y a un certain nombre de lois aujourd'hui qui doit aujourd'hui mettre tout le monde dans l'assiette de la réforme. Et justement, il faut sortir de l'Assemblée nationale, il faut sortir de la législation pour implémenter effectivement. C'est une question qui interpelle tous les acteurs de la vie nationale. Ça veut dire les parlementaires, les associations telles qu'il a citées, ces associations qui ont pu... Il y a la loi sur l'utilité publique, parce que peut-être il ne connaît pas. Il y a toute une loi sur l'utilité publique aujourd'hui qui peut peut-être donner une marge de manœuvre aux collectivités de pouvoir louer peut-être un espace. Là, peut-être vous ne savez pas. Et quand vous allez lire cette loi sur l'utilité, oh, M. Wafo, qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi chuter. Non, allez-y, concluez. C'est un peu tout ça aujourd'hui qui cause ce problème. Donc moi, je pense que si l'État, comme le président lui-même a donné des précisions, comme je l'ai tantôt dit, pour que la politique de la réforme foncière puisse découler, il y aura beaucoup de réformes qui seront opérées et je pense que le ministère en charge est en train de travailler sur ce pan. Alors, oui. Je vous pose la question. Maintenant que la législation est là, jusqu'où doit aller l'État? Je pense que il y a un certain nombre de choses qui sont dites d'une manière générale et il y a des choses qui sont dites d'une manière spécifique. Le maire est le juge de l'opportunité et les lois le conforment à l'opportunité. C'est-à-dire que si j'énonce une idée, la loi me recadre. À partir du moment où c'est la loi qui me recadre et les actes réglementaires, je suis soumis au respect de ces actes réglementaires. D'où vient-il que dans un État démocratique, hiérarchisé comme cela se doit, des subalternes s'opposent aux actes réglementaires? Parce que ce que dit M. Wafo est extrêmement grave. Pour que les téléspectateurs comprennent très bien, il n'y a que deux personnalités dans un pays qui signent un décret. Le président de la République et le Premier ministre. C'est les deux habilités à signer le décret. Les deux sont encore les deux hauts fonctionnaires de l'administration les mieux placés qui sont chargés du respect de la démocratie. Ceux qui s'opposent au décret, je veux parler dans l'angle, mais pour attirer l'attention de la gravité de l'acte qu'ils posent et des conséquences qu'ils auront demain matin quand nous, de l'opposition, on va s'opposer à ces actes-là. C'est-à-dire qu'autrement dit, lorsque quelqu'un qui n'est pas habilité à signer un décret s'oppose à un décret, ils ne sont plus habilités à m'interdire, moi, militant de l'opposition, à s'opposer à lui en tant qu'autorité. Parce que l'acte est gravissime. De quoi il s'agit, M. député Tongo? Il s'agit que dans le cadre du Conseil national de la décentralisation, dont le président est le Premier ministre, et dont les actes sont approuvés par la présidence de la République, on arrête un décret et des gens entrent en rébellion, j'utilise bien le mot, entrent en rébellion de l'acte. Le Minat a dit qu'il ferait une circulaire pour il ne peut pas, il n'a pas qualité. Il n'a pas qualité. Laissez que je termine. Non, qu'on ne s'appuie pas sur le Minat, le ministre ne l'a jamais dit. Non. Que ce soit clair, là. Et je prends les législateurs à témoin. Le ministre a dit, les gens s'appuient sur lui alors qu'il n'a rien dit. J'y arrive. J'ai l'impression que M. Wafo, vous allez chercher l'argument très loin. La disposition 26 dans les dispositions légales de ce décret dit que le ministre de l'administration du territoire, le ministre du COMEX, le ministre des Finances, le ministre sont chargés en ce qui les concerne de présent article. Je ne comprends pas comment le mot est tellement simple et on vient faire la. Mais pourquoi ces ministres de franchise n'ont pas le pas? Mais c'est la mafia. Permettez que je termine. Mais il faut qu'on dise clairement comme Jean-Claude, permettez que je termine. Il conclut. Ce n'est ni le ministre qui s'est exprimé sur le décret, ce n'est ni le ministre du COMEX, ni le ministre des Finances, mais c'est une autorité inférieure dont je ne ferai pas l'honneur de citer le nom. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate au point de vue objectif stratégique? Monsieur député Tongo, nous sommes aujourd'hui au 10 novembre. Je vais vous révéler quelque chose. La communauté urbaine a, dans les dispositions financières, dans ses comptes, 24 milliards non consommés. On ne comprend pas trop bien pourquoi le premier magistrat de la ville, au lieu de s'occuper de consommer le budget qui va améliorer les conditions de vie des Camerounais que nous sommes et des Doualais que nous sommes, s'attache à ne pas faire cet acte-là, mais s'entoure à créer des gens, des personnages qui ont qualité
pour aller gérer le denier public. Parce qu'il s'agit de quoi? Et M. Wafo le dit passé. Les droits de perception sur les marchés sont des droits publics. Et ceux qui sont pénalement responsables, c'est le receveur. Nous ne sommes pas dans les marchés, nous sommes dans l'urbanisation. Non, bien sûr, bien entendu, j'y vais. Et de la même chose, les droits perçus pour les permis de bâtir sont des deniers publics dont pénalement responsable ne peut être que le receveur. Donc, je veux dire par là que quoi? Que lorsqu'on a une ville bien organisée, qui trouve les moyens à partir des taxes et des impôts, nécessairement les conditions de vie s'améliorent. Mais dans notre ville, on a réussi à écarter la norme et on a normalisé l'écart par un jeu d'auto de passe-passe qui permet à certaines personnes, tapis dans l'ombre, de se mettre plein les poches. Vous n'êtes pas optimiste. On a toujours les pieds en plein dans le problème. Mais je voudrais aussi également à dire à mon ami Wafo que si ce combat il est mené à bien entre lui et moi, il n'en demeure pas moins que certains militants de l'opposition, il faut le dire, épris et véreux, sont de connivence avec ces personnels-là complètement. Des militants qu'on retrouve aussi dans vos partis. Bien entendu, dans vos propres partis. Bien entendu, dans les partis politiques de l'opposition. Y compris le MP et le SIF. Non, pas dans le MP. Avec mon cher ami Wafo, je termine en disant donc que j'ose croire qu'aussi solennellement, il va réitérer la position de son parti. Parce que la position de mon parti est tout à fait claire, c'est que nous allons respecter scrupuleusement ce décret et nous allons l'expliquer scrupuleusement. Or, il a un camarade qui est chez nous qui ne veut pas faire cette tension-là. Et je veux que Wafo puisse le dire ici aussi. La position du NEC est claire, je le dis ici en tant que responsable de l'information et des médias du SDF. Le SDF soutient le décret du Premier ministre. Parce que la décentralisation, c'est pas la délégation. Et pourquoi votre militant... Parce que je vais finir. Écoutez, pardon. La décentralisation, c'est pas la délégation. La décentralisation, c'est le transfert de compétences. Okay. C'est pour ça que dans ce décret, l'intitulé, c'est fixant les modalités de transfert de compétences à certaines communes en matière de commerce. Ça, c'est clair. On ne peut pas venir dire que c'est la communauté. Non, non, la communauté, c'est pas la commune. Un. De deux, il faudrait que les gens cessent. J'ai entendu au lendemain du dernier remaniement dire que la cohésion gouvernementale est donc revenue. Que les ministres de la République sachent une chose. L'article 12 alinéa 2 de la Constitution est clair. Le Premier ministre est chargé de l'exécution des lois. Alors quand il prend un décret, c'est d'application immédiate. On n'attend rien du tout. Troisième chose, moi je vais dire, je suis quand même surpris. Quand on parlait des recettes de ces communes, dont les recettes dans les marchés, c'est 575 millions de francs. Nous ramenons toujours dans les marchés. Non, écoutez, les recettes de la communauté urbaine, c'est 53 milliards. Donc les droits de place dans les marchés représentent 1,1%. Pourquoi les gens s'accrochent tant sur 1,1%? Nous sommes dans l'urbanisation et les affaires foncières. L'urbanisation également, c'est les routes. C'est les routes. Qui est chargé de faire des routes à l'intérieur des villes qui sont dans des communautés urbaines. Je pense qu'il y a également la communauté urbaine. La communauté urbaine a 32 milliards de francs CFA de centimes additionnels communaux qui sont reversés directement par l'État, par les services fiscaux de l'État. Alors, avec aussi 1 kilomètre de route coûte 500 millions de francs CFA, avec 32 milliards de francs de CAC. En un an, ça fait 64 kilomètres de route. En 5 ans, en une mandature municipale, ça fait 320 kilomètres de route. Bon, et puis, je vais dire, on parlait, n'est-ce pas, pour revenir maintenant également à l'urbanisation. On a assisté depuis 2007, dans la majeure partie, dans les grandes villes, n'est-ce pas, à des spectacles désolants, à une négation même des droits humains. On a vu des quartiers entiers être rasés. On a vu des populations sans abri sous le prétexte, n'est-ce pas, de l'embellissement ou bien de la modernisation des villes. Aucune mesure d'accompagnement n'a même suivi. Je tiens à rappeler une chose. Le Cameroun est quand même signataire, n'est-ce pas, le Cameroun est signataire du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. Que dit cela? Quand vous voulez déguerpir quelqu'un, il faut la viser, il faut des solutions compensatrices. Et quand j'entends les gens, dire il faut dégager les gens, non. Le comité de l'observation générale numéro 7 du comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels dit quoi? Définit l'expulsion forcée. Définit l'expulsion forcée comme toute éviction permanente sans qu'aucune protection juridique appropriée n'ait été prise des personnes ou des communautés ou des familles, des terres qu'ils occupent. Quand on parle des terres qu'ils occupent, même les terres, même les habitations précaires sont concernées. Donc pour vous détruire, que vous ayez un titre foncier ou pas, l'État a le devoir, d'encadrer votre destruction. La production agricole. Les multinationales, c'est des prédateurs fonciers. On voit bien ce qu'ils font là-bas.
Donc je parle d'une BAM, je parle d'une Diane et tout. C'est-à-dire que c'est Joseph dit un mot et puis Jean-Claude conclut. On les terres arabes de l'émission. À vil prix parce que c'est des braderies qui ne tiennent pas compte, n'est-ce pas, qui sont tout à fait une négation. Merci Jean-Robert. Et qui effectivement n'ont aucun objectif de développement durable. Vous dites un mot, Jean-Claude conclut. Et... Voilà. M. Wafoua, toujours, il a une manière toujours de pousser les choses. Mais je pense pas qu'il faut toujours rester dans les lois. Il y a quand même une loi qui venait d'être retouchée sur la sécurité foncière, les titres fonciers, qui définit un certain nombre d'alinéas dont vous êtes en train de soulever. L'État a revu cela. Et maintenant, si l'État même est en train de faire un travail sur la réforme... Nous sommes dans le développement. En intégrant... Moins d'une minute. En intégrant un certain nombre de points très importants, c'est-à-dire revoir comment ne plus détruire les archives du foncier, qui ont posé beaucoup de problèmes dans le cadre de la démarche. Bon, maintenant, dans le cadre même de cette réforme foncière, il y a beaucoup de ministères qui interviennent. Vous avez parlé des routes et tout ça. Il y a le ministère de l'aménagement du territoire, de l'économie, le ministère de l'économie et de l'aménagement du territoire, qui a une portion de responsabilité dans cette politique de réforme foncière. Le ministère des Mines a un point à dire sur la politique de la réforme foncière. Il y a un certain nombre de ministères qui interviennent pour que nous arrivons à ce que vous êtes en train de demander. Est-ce que dans le cas des expropriations... Non, on a terminé. Jean-Robert. Est-ce que dans le cas des expropriations... Il n'y a plus que 2 minutes. Est-ce que dans le cas des expropriations, est-ce que les commissions de conseil d'évaluation travaillent normalement? On vous a compris. Avec les populations. Vous terminez. Vous terminez, Jean-Claude prend le relais. Non, une seconde. Vous terminez. L'État a quand même une démarche, un processus pour pouvoir aboutir à certaines questions que ces camarades de l'opposition ne font que poser là. Mais nous, quand même, moi je vois quand même que l'État a mis il y a déjà des avancées sur le plan de la décentralisation, mais il faut encore fixer un certain nombre de points afin maintenant de transférer les pouvoirs du domaine foncier à la base, parce qu'il y a encore un cadre juridique et politique qu'il faut bien définir au niveau de ce transfert de compétences. Jean-Claude, votre mot de fin. Bien, je veux dire ici que le ADPC soutient le décret du Monsieur le Premier ministre. On se réjouit. Bien. Enfin, Il ne faudrait pas que l'on donne l'impression que c'est l'opposition qui reconnaît en clair que le décret du Premier ministre ne souffre d'aucune forme d'interprétation. On ose croire que vos camarades de main... Et je dirais également, pour conclure, que l'affaire foncière, le premier problème, c'est l'absence des plans fonciers rigoureux et applicables. Parce que c'est ça qui crée tous les problèmes que nous rencontrons. Et puis, vous avez par exemple des décisions de justice qui ne sont pas appliquées. Vous avez par exemple des titres fonciers, mais avec des informations erronées. Vous avez des décisions de justice fantaisistes. Vous avez parfois des décisions de justice même au niveau de la Cour d'appel et parfois même jusqu'à la Cour suprême. Conclusion, qui n'est pas appliquée. Terminé en moins d'une minute. Et nous pensons et nous sommes convaincus que si tous les Camerounais se comportaient comme des Camerounais qui sont chez eux, au lieu de se comporter comme des étrangers dans leur propre pays, parce qu'ils donnent l'impression qu'ils ont peut-être un Boeing 747 parqués à l'aéroport et qu'à tout moment ils vont quitter le Cameroun pour aller dans leur propre pays. S'ils se comportaient comme des citoyens patriotes, nationalistes qui aiment leur pays, je crois que tout ce que vous venez de citer là, notamment le fait que des individus qui, pour des raisons de cupidité, pour des raisons d'intérêt partisan égoïste, fout le pied du Premier ministre. On ressort avec ce n'est pas bien. Ce dernier SMS. Le Cameroun nous appartient terminé déjà tous. à moins de 2 minutes. Le Cameroun nous on ressort avec tous. ce SMS de Boucard de Colmessin. Un débat très intéressant. Monsieur Dipita, bonsoir à vous. Merci aux panélistes. Les villes au Cameroun ont tous les problèmes d'urbanisation. Occupation anarchique, tolérance administrative, maire, autorité administrative véreuse, appétit foncier aigu de l'élite. Ce que nous voyons à Yaoundé. En matière d'urbanisation, on anticipe, sinon c'est le péril. Alors, monsieur, merci d'avoir regardé cette émission jusqu'à tard. Merci à vous, chers panélistes, d'être restés également. C'était votre dernier... On va parler, n'est-ce pas, du détournement des indemnisations qui concernent... C'est un autre débat. L'échangeur de Banjoul là-bas. C'est un autre débat. On aura le temps de le faire. Je crois que le nouveau gouverneur va appliquer in testo
le décret du Premier ministre. Bonsoir à vous et à mardi prochain, 22h.